Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine du LGF, la liberté d'expression, la mission de référence, et tous les jours 16h, 18h. Voici le programme. Nous allons parler dans quelques instants de Agnès Buzyn qui a été mise en examen, vous le savez, l'ancienne ministre de la Santé, mise en examen, première peut-être d'une longue série derrière. L'heure des comptes a sonné, on fera le point sur cette gestion de la Covid-19 et nous reviendrons sur ces déclarations contradictoires de Madame Buzyn, qui aujourd'hui d'ailleurs s'est bien recalée pour le coup. La gestion des mosquées en France, le bras de fer se poursuit, on a appris en effet ce week-end par le biais de la mosquée de Paris de l'arrivée d'Algérie de 57 imams. Pourtant, vous vous en souvenez, Emmanuel Macron s'était prononcé pour la création d'un conseil national des imams en France. Et la mosquée de Paris fait venir 57 imams qui vont être répartis sur tout le territoire et dans différentes mosquées de France. Est-ce que l'ingérence étrangère, à la fin, c'est pas pour tout de suite. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Et puis Éric Zemmour, potentiellement candidat, il fait parler de lui avec la sortie de son livre. Évidemment, il fait la tournée des plateaux télé avec ses déclarations absolument rocambolesques. Il voudrait, en cas de, s'il est élu un jour, faire interdire le prénom Mohamed. Alors là, je vous dis bon courage. Mais la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est pas par rapport à ces conneries qu'il déblatère dans toutes les émissions. Je voulais juste vous signaler d'ailleurs que CNews a finalement cédé et plus de Zemmour à la télé, plus de Zemmour sur CNews, puisque CNews a annoncé l'arrêt de l'émission de Zemmour à partir d'aujourd'hui. À la suite de la décision du CSA et du décompte donc d'Éric Zemmour, nous ne pouvons pas assurer le suivi de cette émission et nous le regrettons, a indiqué dans un communiqué la chaîne CNews. La question que je vous poserai tout à l'heure, c'est Zemmour, potentiellement candidat, qui a le plus à perdre entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, finalement? On se posera la question avec vous, bien sûr, au 01 40 33 9000. Aujourd'hui, avec nos deux chroniqueurs, ils sont deux, je vous les présente. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Une revenante, elle fait sa rentrée aujourd'hui, en ce lundi, Sabrina Sebaï. Bonjour ma Sabrina, comment ça va? Bonjour Christophe, bonjour Gamal et bonjour à tous les auditeurs et auditrices du Grand Forum. Sabrina, que devient-elle? Est-ce qu'elle est toujours chez Europe Écologie Les Verts? Toujours. Toujours secrétaire régional. Secrétaire régional donc, dans le 94, c'est ça? Île-de-France. Ah bah oui, régional. Que dis-je? Je suis bête moi. Secrétaire régional donc chez Europe Écologie Les Verts. Soutien de... Tu veux dire à la primaire? Pour la primaire. Yannick Jadot. Ah, encore une, d'accord. Que je recevais jeudi dernier d'ailleurs. Tout à fait. Oui, très très sympa Yannick Jadot. On fera un petit point parce que j'ai un problème avec votre parti. Ah bon? Bah oui, j'ai écouté Caroline Forest hier. Ah. Et je suis très très inquiet comme d'avoir... quoi, il faut pas l'écouter. Bah oui, mais moi je suis inquiet. Si j'ai des chroniqueurs antisémites, ça me pose problème moi. Ah bah c'est pour ça qu'il faut pas l'écouter. Bon, on écoutera quand même ce qu'elle a dit quand même comme connerie. Je pense que ça vaut une belle plainte en diffamation quand même cette histoire. Je sais pas, mais voilà. Bon, en tout cas, Sabrina, sois la bienvenue. Merci. Alors, comme le veut la règle dans cette émission nouvellement et fraîchement installée, il faudra que tu nous livres un coup de gueule ou un coup de gueule tout à l'heure, mais en 1 minute, en fin d'émission. Donc, commence à y préparer. Commence à y réfléchir. Gamal Abina, comment ça va mon Gamal? Ça va très bien les amis. Bon, comment ça va mon Gamal? Il est bien réveillé, tout va bien? Ah, bien réveillé, il a bien dormi le dimanche. Surtout que j'ai un quiz, ça va te faire plaisir. Mon ça va être sympa. Alors là, tu vas avoir du très lourd. Je vais encore perdre. Ah bon? Je Non, rigole. t'as perdu par accident la semaine dernière. C'est pas faux. Allez, dans un instant, le quiz et on s'attaque au cas Agnès Buzyn. Vous savez, l'ex-ministre de la Santé qui a été mise en examen vendredi dans la gestion et à propos de la gestion du Covid-19. On reviendra sur ses déclarations absolument incroyables parce qu'elle dit tout et son contraire. Enfin, elle a dit tout et son contraire. Elle est revenue sur ses propos à plusieurs reprises. Et elle assume pas vraiment ce qu'elle avait déclaré le 17 mars dans Le Monde. Je peux faire mon Ruquier? Quoi? Oui, vas-y. C'est une journée Ruquier aujourd'hui. Oui. L'ex-ministre de la Santé pourrait peut-être finir à la santé. Ouh là 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 là, oui, là c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, dans un instant, le quiz, bien sûr, avec mes petites questions et bien entendu Agnès Buzyn. Et on parlera de la gestion des... Vous le saviez que 57 imams venaient d'Algérie là? Non, pas du tout. Ils ont été reçus par Cheb Seddine Nafiz, donc le recteur de la mosquée de Paris, en séminaire, etc. La mosquée de Paris, il a annoncé ce week-end sur leur page Facebook, 57 imams. Le bras de fer continue parce que Macron est pas du tout favorable, évidemment, puisqu'il s'était... prononcé pour la fin de l'ingérence étrangère. Vous savez qu'il y a quelques soucis avec la France, l'Algérie, le Maroc, etc. Et on fait venir 57 imams d'Algérie. Donc le CNI que voulait installer Macron prend évidemment beaucoup de retard.
la gestion de l'islam de France, ça continue à faire couler beaucoup d'encre. Enfin, en tout cas, on va en faire parler. On en reparlera avec vous. Est-ce que ça vous pose problème, justement, qu'il y ait des imams qui viennent de l'étranger, en particulier d'Algérie ou du Maroc? Là, en l'occurrence, c'est d'Algérie. On en parlera avec vous tout à l'heure. Soyez les bienvenus. C'est le LGF. Jusque 18h, un peu de pub. On met un peu d'argent dans la caisse parce que les chroniqueurs coûtent de plus en plus cher. Évidemment, leur ancienneté ajoutant, ça coûte très cher tout ça. À tout de suite. Ah bah c'est sympa la musique kabyle, mais c'est pas vraiment le générique de l'émission là, qu'est-ce qui se passe là? Bon, bienvenue à vous sur France Maghreb 2, en ce lundi, ravi de vous retrouver évidemment jusque 18h, votre émission de référence avec Madame Sabrina Sebahi, secrétaire régionale chez Europe Écologie Les Verts, et Monsieur Gamal Abina. Où en est d'ailleurs l'association qui était en sommeil là, mon cher Gamal? Elle est en train de se réveiller, figure-toi, et on va commencer un peu bousculer le cocotier, puisque j'ai tout un tas de courriers qui vont bientôt partir. Le MDC, c'est ça? Ouais, mouvement des droits civiques, on va rappeler un peu le droit. Oui. Ah ouais. Ça c'est bon ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup, je vais dire très rapidement et simplement, malheureusement dans la communauté arabo-musulmane et africaine en général, lorsqu'il y a un déni de droit ou lorsque certains enfreignent la loi, je parle donc de certaines forces de l'ordre de nuit, je parle des gens de la nuit, je parle bien des policiers de nuit qui posent problème, qui sont le plus évident. Ils ne sont pas en mesure. Darmanin est très énervé là, avec ce qu'il a entendu à la fête de l'humanité, très énervé. Oh, frère Darmanin, il n'est pas intéressant. Il est énervé tout le temps, Darmanin. Oui. Je l'ai énervé tout le temps et puis il n'est pas intéressant. C'est pas un type très très intelligent malheureusement pour lui. Mais ce qui est certain, c'est que c'est sur la question du droit, les jeunes ils disent je connais mes droits, mais ils ne les connaissent pas. Et nous, on va travailler pour faire en sorte qu'on puisse distribuer un fascicule dans lequel ils expliquent leurs devoirs et leurs droits. C'est-à-dire qu'il faut être là en mesure de respecter un policier quand il vous interpelle, tout en rappelant au policier, parce qu'il ne connaît pas bien les règles de droit non plus, qu'il y a des règles à respecter avec des articles de loi qui sont liés, par exemple, à l'interpellation. Il y a des process pour l'interpellation qui sont très stricts, qui sont très réglementés, et que malheureusement, ces jeunes ne connaissent pas. Donc, ils tombent dans le piège à chaque fois de la provocation, ils ne sont pas en mesure de répondre, tout simplement. Le quiz, Sabrina Sebahi, Gamal Abina, c'est maintenant. Le quiz. Alors la petite nouveauté, ma chère Sabrina, cette saison, c'est qu'il y a des questions liées à l'éphéméride, mais aussi des questions liées à l'actu. En l'occurrence, il y a beaucoup d'actu aujourd'hui. Voilà. Première question, attention, écoutez bien. Et attendez bien la fin de ma question. Je cherche un urologue, homme politique, mort à Toulouse en 2020. Ah oui, Toulouse. Comment il s'appelle déjà? Un urologue... Oui, je vois très bien. Il n'était pas journaliste, attends? Je crois pas, non. Il était homme politique, il était dans la famille RPR, ouais, ça, il a été chroniqueur. Oui, je connais la réponse, t'inquiète. Ah oui, attends. Oui. C'est une grosse famille. Il a été, oui, absolument. D'ailleurs, Bernard Debray. Bonne réponse de Sabrina Sebahi. Premier point pour Sabrina Sebahi. Attention, Gamal. Deuxième question. Qui qu'a dit? C'était hier à la télévision sur TF1. Aucune idée. Attends, laisse-moi dire. J'ai pas la télé, donc. Oui, mais tu as sûrement entendu parler. Qui qu'a dit hier sur TF1? Je soutiendrai le président de la République pour la présidentielle 2022. Ah, Édouard Philippe. Édouard Philippe voilà. est une bonne réponse, ma chère Sabrina. Bien joué. Dimanche, je suis off. 2-0, attention. Troisième question. Qui qu'a dit? Oui. Il faut un travail pour tous et un SMIC à 1500 balles. Mais pas Macron, ça c'est sûr. Non. Peut-être Hamon. Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas Benoît Hamon qui s'est retiré de la vie politique, vous le savez. Ouais, c'est vrai. C'est un PS, enfin ex-PS. Non, c'est pas un PS, il était d'actualité ce week-end. Ah, c'est... D'actualité ce week-end? Bayou peut-être. Non, pas Bayou. Jadot. Non. Il y avait, comment elle s'appelle, Hidalgo? Non. Non, c'est pas PS, t'as dit? Non, pas PS. Non, mais ça pouvait pas être Hidalgo. Qu'est-ce qu'il y avait la fête de l'UMA ce week-end? Ah, les communistes, c'est pas... C'est Fabien Roussel. Fabien Roussel est une bonne réponse. Oh, la tannée. La voici en exemple. Soit des humains très éloignés, soit... Non, c'est pas ça, pardon. Parce que la population qui est morte, c'est la population dont... C'est n'importe quoi. Hop là, hop. Alors Fabien Roussel, il est où lui? Fabien Roussel, il est là. Fabien Roussel, le voici. Donc il veut un travail pour tous et un SMIC à 1500 balles. Il faut augmenter le SMIC et l'ensemble des salaires. Il nous faut un SMIC à 1800 € brut. Il faut surtout un travail pour tous. Il faut rendre le travail universel. Il y a tellement de besoins auxquels nous devons répondre. Mais et pas du travail. Aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc les emplois sont là. Pas du travail à temps partiel. Pas du travail où on gagne 800 à 900 € net par mois. Vous comprenez ça? Toutes ces femmes de ménage qui sont exploitées et qui travaillent 20 heures. Alors, c'est un point et très qui ont important, 800 € par mois. dans Pas votre ces aides à livre. domicile qui vont soigner nos personnes âgées et qui font des journées à rallonge, mais sans faire les 8 heures par
par jour. Fabien Eh bien, Roussel. il faut pouvoir les rémunérer correctement. Il a raison, Fabien Roussel, ou pas? Sur le principe, oui, il a raison. Il faut mieux rémunérer, bien sûr. Ça, c'est évident, mais par contre, je pense qu'ils prennent le problème à l'envers. C'est pas le fait d'augmenter les salaires, parce que quand on augmente les salaires, nécessairement, on augmente les prix. Il faut penser à baisser les prix, baisser le premier poste et le logement. Il faut vraiment attaquer là-dessus. Même, moi, je dis ça ouvert. Il faut faire en sorte de ne plus tomber dans la spéculation qui était, on a collé Paris à Londres, c'est intolérable. Il faut faire en sorte que le logement soit lié au coût de la construction une bonne fois pour toutes. Donc, en tout cas, Fabien Roussel qui est pour un SMIC à 1800 € brut. Et un travail pour tous. Bon, il y a du boulot pour le coup. Ah, ça. Bon, ça nous fait quand même 3-0 là pour Sabrina Sebaï. Attention, quatrième question. Anne Hidalgo, vous savez, a annoncé sa candidature hier. C'était où? À Rouen. À Rouen. Bonne réponse. Alors là, la parole, c'est avec. Consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Elle était bien entourée, elle a bien soigné son image, Anne Hidalgo, parce qu'il y avait beaucoup de monde autour d'elle, des maires aussi de différentes villes. Elle a dit d'ailleurs qu'elle resterait, qu'elle n'abandonnait pas son poste à la ville de Paris. Anne Hidalgo à la présidentielle, est-ce qu'elle peut faire quelque chose ou pas? Gamal? Énorme erreur de sa part, très très grosse erreur stratégique. Parce qu'elle a Paris 2024 qui lui aurait permis de briller, tous ces chantiers lui auraient permis de briller, elle se lance trop tôt. Elle a les crocs et elle va se vautrer parce que le PS est mort. Oui, Sabrina? Anne Hidalgo. C'est une erreur, d'autant plus qu'il y a même pas un an, elle disait partout qu'elle ne serait pas candidate et qu'elle se consacrerait à son mandat de maire de Paris. Elle a engagé la ville de Paris sur les JO. Je rappelle quand même qu'on vient de détruire les jardins ouvriers d'Aubervilliers pour construire le spa pour les Jeux Olympiques et qu'on a démoli aussi des logements en Seine-Saint-Denis. On a accéléré les procédures de permis de construire pour accélérer sur la question des JO. Donc elle aurait pu se consacrer au moins à faire en sorte que les JO se passent bien et que les gens, après tout ce qu'ils vont vivre, ça va être quand même compliqué, au lieu de se lancer dans la course à la présidentielle. Puis moi, je vois pas comment on est en campagne pour la présidentielle et maire de Paris en même temps. Il faudra qu'elle nous explique. Oui, il y a aussi Valérie Pécresse qui est visiblement candidate. D'ailleurs, elle est partie à la fête de l'UMA. Elle s'est fait un peu bousculer, Valérie Pécresse. C'est minimum. Bon, Anne Hidalgo, représentant le PS, vous y croyez pas, quoi. Okay. Non, mais ce qui est pas... Ça va être 30 km/h partout en France avec elle. Ça va être comment? Ouais, enfin Paris. Pas. Oui, mais partout en France si elle est présidente. Non, mais c'est pas question de partout en France. Non, c'est dans les villes, agglos où il y a beaucoup de pollution de l'air. Ça suffit. T'es trop déconneur. Si elle se laisse manger par les écolos comme à Paris, ça promet. Non, c'est bien ce qui fait à Paris. Franchement, moi je suis pas d'accord. 30 km/h, c'est bien. Non, c'est bien. Il faut plus de voitures. Appelez-nous les taxis, les automobilistes. Appelez-nous si vous êtes favorable à ces 30 km/h à Paris. Je te rappelle qu'il y a là, par exemple, l'avenue de Rivoli, elle est réservée exclusivement aux bus, chauffeurs de taxi, vélos, etc. Et interdit au VTC, tu trouves ça normal? Non, mais là, on rentre dans un autre débat. Ah c'est pas la même chose. D'accord, tu rentres là-dedans, moi j'y vais. Tu peux pas mélanger la question du VTC taxi par rapport à la limitation de vitesse. Oui, mais bon, eux ils sont interdits rue de Rivoli, c'est pas normal. C'est rien, tu peux les identifier. C'est pas le même combat, Christophe, tu mélanges deux sujets. Je mélange pas. Non, mais je pose des faits. Christophe, évidemment, tu connais. Christophe, il faut être parisien, tu l'as été, je pense. Bah oui, je le suis un peu. Oui, c'est pour ça que je travaille à Paris. Le vrai sujet, moi je pense qu'il est intolérable que le cœur de la ville de Paris, la cité par exemple, soit infesté de véhicules. Je trouve intolérable que les piétons soient obligés de se cacher des voitures tout le temps. Appelez-nous les automobilistes. C'est pas non, mais je suis automobiliste. Je vous dis, je trouve ça intolérable et je déteste ces gens qui ont toujours cette obsession de la voiture. C'est quand même dégoûtant de voir que les enfants prennent des risques quand ils sortent de l'école et que les rues soient encore... il y a encore des rues de... Non, j'allais dire, mais vu comment c'est tout le temps bouché à Paris, moi j'aimerais qu'on m'explique comment on fait pour rouler à plus de 30 km/h en temps normal. C'est vrai qu'on est à 20. Bah, la nuit, la nuit. La nuit, oui. On pousse un peu. La nuit au mois d'août. Bon, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 4-0 pour le carton plat, mais c'est pas fini. Peut-être l'occasion de marquer au moins le petit point, tu vois. Donne-moi le point. Le Kikadi. Alors, c'est même pas la Kikadi, les gens qui meurent auraient dû être vaccinés. Ah, ça je sais qui l'a dit. C'est Raoult. Didier Raoult, écoutez plutôt parce que franchement ça vaut son pesant de cacahuètes. Écoutez plutôt. Les gens qui meurent auraient dû être vaccinés. Parce que la population qui est morte, c'est la population dont on sait qu'elle meurt. La population à risque. C'est la population à risque. Et ça, pour moi, je l'ai dit, c'est une véritable priorité de santé publique, c'est d'y aller et d'y aller, mais y compris individuellement. Alors c'est marrant parce que c'est pas vraiment ce qu'il disait au début, quoi. Alors je vais faire un billet d'humeur tout à l'heure, il va être court malheureusement, 1 minute, mais j'ai beaucoup à dire sur ce monsieur.
Bon. Ouais. Ah oui. Je vais peut-être en parler avant et puis après je conclurai dessus. Mais c'est extraordinaire de mensonges et de duplicité, de manipulation et d'intérêt personnel parce que j'ai appris des choses sur lui qui sont extraordinaires. Lui et Trump d'ailleurs, on va le mettre dans le même sac parce que c'est hallucinant. Cette histoire d'hydroxychloroquine, c'est beaucoup plus vicieux que vous l'imaginez. Sabrina, les gens qui meurent auraient dû être vaccinés, il a raison, mais Didier Raoult, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu responsable, un peu, je dis bien, de quelques théories du complot, quoi? En fait, il y a du vrai et du faux. Pourquoi ? Parce qu'au moment où la première vague a eu lieu, il n'y avait pas de vaccin. Donc de toute façon, les personnes les plus fragiles qui sont mortes, il n'y avait pas de vaccin à ce moment-là et malheureusement, elles font partie des premiers décès de cette crise sanitaire. Par contre, là où il n'a pas totalement tort, c'est qu'au moment où on a commencé la vaccination, au lieu de commencer par les plus âgés et de se restreindre en fait à cette tranche-là, on aurait dû vacciner toutes les personnes qui avaient des facteurs de comorbidité, qui avaient des facteurs donc de gravité en termes de Covid, donc les diabétiques, ceux qui avaient de l'hypertension, ceux qui avaient de l'obésité, sans parler de l'âge en fait, puisque toutes ces personnes-là, finalement, dans la deuxième et troisième vague, ce sont eux qui se sont retrouvés en réanimation, ce sont eux qui sont morts du Covid, parce que les personnes âgées, elles, contrairement, étaient vaccinées et donc mieux protégées. Bon, on continue avec une nouvelle question. Donc il a marqué son petit point, notre Jamal. C'est bon, hein, ça fait 4-1 là pour le coup. Sixième question, connu pour ses rôles dans Pattaya et Taxi 5. Quel acteur passe devant les assises pour séquestration, enlèvement, non, et tentative d'assassinat? C'est toujours lui d'habitude. C'est pas lui. De qui s'agit-il? Tentative d'assassinat. Séquestration. C'est pas enlèvement. Le petit. Oui, c'est le nain, mais il s'appelle comment? Je ne me rappelle plus de son nom. C'est ça m'en vient plus. Pattaya, Taxi 5. Oui, je vois très bien qui c'est, mais je me rappelle plus de son nom. Il a pas joué longtemps d'ailleurs. Bah non, je l'avais reçu d'ailleurs une fois. C'est pas vrai. Je lui ai dit que le film dans lequel il jouait Pattaya c'était de la merde. Ouais, c'est pas clairement. Je lui ai dit en face. Ça a tué sa carrière. Ça, franchement, c'était vraiment un film de merde quoi. Comment il s'appelle déjà? J'ai plus son nom, mais je vois très bien qui c'est. Il a joué dans Taxi 5. Oui, il a joué dans Taxi 5, madame. Je crois même qu'il serait nord-africain, mais. Saïd, son prénom. Ça m'aurait plus. Je me rappelle plus de son nom. Ah si. Vas-y, Sabrina, vas-y. C'est une capitale, c'est une ville, non? Oui, oui, exactement. Bardadi, non? Non, Bogota. Oui, Saïd, Bogota est une bonne réponse. Alors, je me couche. Sabrina, c'est meilleur. Ils sont forts les écolos en ce moment. Attention, il va falloir les calmer. Hein. Ils ont le droit à calmer. On en parle d'eux en ce moment. Oui, absolument. Dernière question pour la forme. Hein. Voilà. Qui qu'a dit ce matin? Les jeunes qui crient « Tout le monde déteste la police à la fête de l'humanité », c'est juste de la moquerie. C'était ce matin dans les grandes gueules. N'importe quoi. Ouais, c'est un gaucho, ça encore. Oui. C'est pas... Qui peut dire Mélenchon, bonne réponse. C'est forcément un truc de gaucho. Pourquoi c'est n'importe quoi? Mais c'est ridicule ce qu'il dit là. Les gens ils disent pas parce que c'est pas de la moquerie, ils ont la haine. Ça c'est une blague. Ouais. Tout le monde déteste la police. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez justement? Alors, puisqu'on en parle, c'est un rappeur visiblement qui a fait chanter ce petit refrain là qui a déplu à Darmanin. Tout le monde déteste la police. Est-ce que ça pose problème? Est-ce que c'est insultant? Est-ce que ça pas sa place à la fête de l'UMA? Quelle est votre vision des choses? Ça vous choque, vous, qu'on chante tout le monde déteste la police à la fête de l'UMA? Sabrina? En fait, comme tout, en fait, si tu veux, la difficulté, c'est que bien évidemment qu'il y a un passif. Aujourd'hui, on peut pas mettre de côté les violences policières et tout ce qui se passe dans notre pays. Donc, il y a une vraie fracture entre la police et la population aujourd'hui qui peut expliquer qu'il y a une adhésion, y compris du point de vue politique, en fait, de ce qui est porté par ce message. Après, je pense qu'il y a une part quand même où c'est très... c'est un artiste qui vient faire son show, donc il y a une part des gens qui vont chanter ça dans la dynamique de la fête, parce que là c'était à la fête de l'UMA, il me semble. Franchement, moi ça me gêne en quelque sorte qu'on dise que tout le monde déteste la police, parce que si on parle de l'institution policière, je rappelle quand même que tous les policiers sont pas à jeter dans le même sac, mais voilà, on peut pas mettre de côté qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans les relations police-population. Gabal? Moi, je vais révoquer une émission qu'on a retrouvée à l'INA. Jean-Paul Belmondo, il y a plus de 60 ans maintenant, qui intervenait parce qu'il y a eu un accidenté de la route et qui s'est fait violenter par des policiers. Lui, d'origine italienne, avec une tête cassée, comme on le connaît, puisqu'il y avait une épouse à l'époque. Belmondo qui explique son témoignage personnel de descendant d'immigrés par rapport à la police. Le problème de la police, c'est pas de savoir que les hommes policiers sont mauvais, c'est pas le sujet, ça n'a jamais été le sujet. Le problème de la police, c'est de savoir comment ils sont formés et quelles sont les directives absolument calamiteuses qu'on leur donne en école de police. Parce que vous remarquerez, et c'est là où je rejoindrai Sabrina par rapport à ça,
Moi, j'ai pas de problème avec les policiers qui font leur travail normalement. Et en règle générale, les policiers formés et qui ont une formation intellectuelle et qui ont le bac, en général, minimum bac, ils sont dans les bureaux. Ouais. Vous allez voir les OPJ, c'est des gens très intelligents, courtois, il n'y a pas de problème. Et vous avez ce qu'on appelle les voyous, les ratés, les frustrés qui ont pris les claques quand ils étaient jeunes, qui se vengent sur le terrain. Et ceux-là n'ont pas le diplôme, n'ont pas le bac, sont très mal formés par les écoles et ne sont même pas filtrés. Donc ces gens-là posent problème. Pas tous, bien évidemment, il y a encore des gens dans le monde. Mais ils vont te tomber dessus, tu vas mais 10 fois par jour, je les attends quand ils veulent. J'ai déjà subi des violences policières, c'est pas moi qui vont la faire à l'envers. Ce que j'aime bien, c'est que quand on a un témoignage direct d'une personne qui subit, on peut plus dire ça. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que qu'Alliance me fasse tous les procès de la terre, ils les perdront tous un par un. Pourquoi ? Parce qu'il y a des policiers voyous et il y a des policiers honnêtes. Il y a des acteurs de terrain. J'ai un copain qui était dans la police, qui était d'origine irlandaise, qui adorait les musulmans de l'époque. On parle pas des musulmans tels qu'ils sont aujourd'hui. Et il disait, moi, ce que j'aimais chez les musulmans, c'est que c'est des gens qui sont très structurés, très, très respectueux. Et il voyait ses collègues commencer à violenter des familles musulmanes pratiquantes. Je vous parle il y a 30 ans. Et il était le premier à intervenir en s'offusquant de ça, en disant, écoutez, ces gens-là sont quand même sympas, ils éduquent bien leurs enfants. Ouais. Eh bien, il avait 3 personnes sur 4 contre lui. Et ça, c'est un vrai problème. Et sur le terrain de la police, surtout la nuit, je précise que la nuit, c'est les pires, la BAC et tout le reste. Là, on est vraiment sur la violence permanente. Donc, il faut interroger ça. Et si les gens disent tout le monde déteste la police, ça n'est pas vrai, évidemment. Mais le sentiment général qui se dégage, c'est que la police est mal perçue et c'est normal. Et avec si j'aurais pas rajouté, c'est juste avec le sentiment aussi d'impunité, parce qu'en fait, les procès, en fait, ne sont jamais, ne vont pas jusqu'au bout, et qu'il y a peu d'enquêtes, finalement, où il y a des suites. Bon, alors maintenant, voici le plus du LGF. Le plus du LGF, évidemment, c'est une déclaration hier sur une radio parisienne, invitée d'un journaliste qui boit de l'antisémitisme tous les week-ends lorsqu'il reçoit ses invités. C'est Caroline Forest qui s'en est pris violemment à ton parti, Sabrina. Europe Écologie Les Verts. Je propose d'écouter d'abord Caroline Forest. C'était hier à propos d'Europe Écologie Les Verts. En dehors de Yannick Jadot, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les leaders aujourd'hui d'Europe Écologie Les Verts à qui on pourrait confier un destin national. À cause de vraiment de cet aveuglement et même de cette culpabilisation qui les rend manipulables. Très manipulable. Il y a un sondage, Frédéric, qui est à l'image de cette inquiétude. Le parti Europe Écologie Les Verts est le seul de tous les partis politiques où le nombre de gens défiants envers le judaïsme a augmenté ces dernières années, et pas qu'un peu, de 14 points en quelques années. Je veux dire, il n'y a que le Front National, le Rassemblement National, pour être à ce niveau de défiance envers la religion juive. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un parti qui glisse vers l'antisémitisme ? C'est un parti qui est confus sur ces sujets depuis toujours, qui est facile aussi à manipuler parce que c'est facile d'y entrer, d'y envoyer des militants. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Tariq Ramadan et je sais où beaucoup de ces militants sont allés quand ils se sont engagés politiquement. Mais beaucoup sont allés chez les écologistes parce que la porte était ouverte, parce que c'était facile à prendre, parce qu'ils étaient culpabilisés et qu'ils n'avaient pas de cortex sur ces questions-là. Et sincèrement, on l'a vu à Roubaix, on l'a vu dans le Nord, on a vu des sections vraiment être prises en main par des militants islamistes ou pro-islamistes. On précise les choses, section des Verts, de ELV. Ça veut dire. En l'occurrence, à Roubaix, un des militants qui était l'une des figures des Verts était celui qui invitait les frères musulmans dans son association, Tariq Ramadan évidemment en tête, mais pas seulement, et qui terrorisait, parce que intellectuellement, tous les Maghrébins laïcs, il y avait une assoce qui s'était montée pour lui résister, qui cherchait à créer une autre voie. Donc ce noyautage, il a lieu depuis longtemps, mais il est bien plus grave aujourd'hui, parce que c'est pas qu'un noyautage. Encore une fois, ce sont des gens comme Julien Bayou qui ne comprennent pas que leur naïveté, leur bonne volonté est instrumentalisée pour des combats qui ne sont pas des combats d'égalité. Voilà, alors je vais imiter Aziza, il s'agit bien de Europe Écologie Les Verts, EELV évidemment, EELV. Bon Sabrina, peut-être réponse à apporter à Madame Forest. Je pense que ça vaut une belle plainte en diffamation quand même, cette histoire. Alors, très sincèrement, la question se pose parce que c'est vrai que ce qu'elle raconte, c'est du grand n'importe quoi. Alors peut-être déjà, juste un petit mot. Chez Europe Écologie Les Verts, nous n'avons pas de section, nous avons des groupes locaux. Donc, pour quelqu'un qui donne des informations qui se basent sur des études et des faits, ça serait bien qu'elle se renseigne un peu plus sur le fonctionnement du parti Europe Écologie Les Verts, puisqu'elle nous crache littéralement dessus. Donc, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, pour moi, c'est une attaque vraiment scandaleuse, sur aucun fondement en plus. Mais elle est coutumière, en fait, des attaques basées un peu sur le vent, où elle brasse un peu du vent. Le sondage, d'ailleurs, auquel peut-être elle fait allusion, ne montre absolument rien de ce qu'elle dit. Et je vais même te dire... ce sondage, il montre qu'en réalité, même chez Europe Écologie Les Verts, les moins bien vus, ce sont les musulmans, comme dans tous les autres partis.
Et en fait, elle ne fait ça, c'est pas que vendeur rejoindre. pour elle. Non, c'est pas vendeur. Mais du coup, en fait, elle rejoint Zemmour sur les idées, tout comme Valls, etc. Donc tout ça, il y a rien de bien neuf. Mais moi, j'ai le sondage sous les yeux puisque quand même j'avais été regarder les résultats de ce qu'elle racontait. Et en fait, EELV se situe dans les mêmes strates que les autres partis, que ce soit les Républicains, le Parti Socialiste, vraiment sur ce sondage. Moi, je vous invite à aller regarder, c'est Ipsos qui l'a fait. C'est un sondage qui a été commandé par le CRIF. Et en fait, ça dit exactement le contraire de ce qu'elle raconte sur les médias. Donc moi, le journaliste, on en parle de son rôle, pas capable de la contredire, parce que en fait, finalement, ça allait dans son sens. Je vous dis, c'est le rendez-vous de la pleurnicherie pour Aziza tous les dimanches. Donc, il n'est pas là pour ça. Voilà. Non, mais déjà, il n'était pas là pour ça. Et puis en plus, je pense qu'elle arrive avec aplomb en disant le sondage montre ça, etc. Enfin, cette étude montre ça, mais il fallait lui demander. Alors, donnez-nous les chiffres en fait de votre étude. Vous n'allez rien faire. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose à faire là, judiciairement parlant. Je te dis, mais oui, bien sûr, je te dis qu'il y a une réflexion en cours sur le sujet, mais y compris une plainte. Parce que, tu sais, on voit bien depuis depuis les européennes, où Europe Écologie devient un parti qui monte, y compris qui devient crédible sur la prise de pouvoir, mais même au plus haut niveau de l'État, qui est la présidence de la République. Depuis les européennes et ensuite les municipales qui ont suivi, toutes les élections qui ont suivi, les régionales, départementales, on se fait systématiquement attaquer. Donc on a été, y compris attaqué par des personnalités comme Anne Hidalgo, qui a dit que nous étions anti-républicains. Aujourd'hui, c'est Caroline Fourest. Donc voilà, vraiment, c'est assez systématique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi le clan un peu autour de Macron qui a commencé à dire voilà comment on va récupérer Yannick Jadot. C'est aussi une forme de discrédit pour jeter aussi l'opprobre sur des candidats qui pourraient leur faire peur pour la présidentielle de l'année prochaine. Et donc, on commence dès maintenant à décrédibiliser, à attaquer ce parti. Alors, on était islamo-gauchiste, puis maintenant on est antisémite, et puis on est anti-républicain, etc. Enfin, les Khmers, on a eu le droit à tout quand même depuis 3 ans. Une belle chouchouka, quoi. Exactement. Oui, et d'ailleurs, je précise qu'elle a commencé son intervention bidon en disant à part Yannick Jadot, peu de personnes ont un destin national. Mais ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Et puis c'est pareil, tu vois, elle explique que élever, c'est facile à prendre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est des idiots, on est naïfs, on est idiots. C'est exactement ce qu'elle dit. À un moment, quand même, Europe Écologie Les Verts, ça repose quand même sur la charte européenne, sur la charte des Verts. Il y a un socle politique, il y a une colonne vertébrale, il y a une idéologie. Venir quand même expliquer aux militants et aux partis, donc aux responsables politiques que nous sommes des idiots et qu'on se fait infiltrer un peu comme des benets. Enfin, à un moment, vraiment, moi je pense que oui, effectivement, ça mériterait une plainte. Qu'as-tu à répondre avec Caroline Fourest, Gabalavina? J'ai plusieurs choses à dire sur cette femme qui est une véritable horreur politique. Cette femme prétend ne pas être raciste. Moi, je vois du racisme. Mais je vais être très, très radical la concernant. D'abord, elle m'a bloqué sur Facebook. C'est quand elle veut pour un débat, mais elle le fera pas parce qu'elle est trop lâche. Premier terme. Raciste et lâche. Voilà pourquoi raciste. Je vais le démontrer. Parce que madame va dans une radio qui lui est acquise, semble-t-il, puisque c'est son pote Aziza, pour dire quoi? Pour dire, première chose, les islamistes, les islamo-gauchistes, donc on parle des islamistes. Elle ne veut pas dire les arabes, on peut plus dire arabes aujourd'hui, on dit islamistes. Ensuite, elle dit, les verts sont des crétins, parce qu'elle, c'est une pointure intellectuelle. Elle se prend pour une merveille alors qu'il n'y a rien dans le crâne, mais c'est pas grave, on continue. Ensuite, elle dit, ils se font infiltrer comme si c'était un parti d'imbéciles qui existe depuis 3 jours. Ensuite, elle fait référence à Ali Rani, donc un membre des verts devient tous les verts. Et elle dit quoi? Elle dit ces islamistes sont antisémites et les Verts deviennent antisémites. Eh bien ça, moi je suis catégorique avec les Verts. Ça mérite une poursuite, c'est qualifiable, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle la diffamation sur la base d'aucune information crédible et sérieuse. Madame Fourest a un problème avec les bougnoules, on utilise le terme, ça lui fera pas plaisir, qu'elle prétend nommer comme étant musulman islamiste. Elle a une obsession sur Tariq Ramadan, sur lequel elle aimerait le voir carrément sur un pic. Et le problème, c'est qu'elle insulte un parti parce que ce parti des Verts devient inquiétant pour eux. Pourquoi? Parce que, et là j'en parle en toute connaissance de cause, j'ai à côté de moi, sur ma droite, une femme d'origine algérienne qui est membre du Parti des Verts et qui a une percée extraordinaire. Nous avons reçu récemment un ami que nous connaissons tous, qui est eurodéputé maintenant et qui est d'origine marocaine. Et les Verts laissent la part belle à ce qui est la France aujourd'hui. Ces fameux 10% sont visibles dans le Parti des Verts, ce qu'on ne voit pas dans l'entourage de Fourest, si ce n'est pour un type qui est un opportuniste. Je ne vais même pas donner son nom tellement il est insignifiant. Madame Fourest s'appuie sur une personne pour dire les démocrates algériens, s'appuie sur une personne pour dire les laïcs, parce qu'elle voit des laïcs partout, c'est l'obsession de la laïcité, s'appuie sur une personne pour dire les autres devraient être comme nous. Eh bien, la minorité Fourest ne correspond pas à la majorité arabo-musulmane de France. Et aujourd'hui, il faut une bonne fois pour tout en finir avec cette néoconservatrice française qui devrait s'appeler Caroline la catholique et non pas Caroline Fourest. Parce que je ne sais pas quel est son problème avec le passé avec les Arabes. Madame est diplômée de la Sorbonne, donc déjà c'est une bourgeoise.
On commence par le début. Madame n'a jamais eu de problème d'argent ou de difficultés à percer dans la vie. Madame donne des leçons aux gens qui sont en difficulté. Je n'accepte pas de prendre des leçons de la part d'une femme qui est privilégiée. Donc si elle a quelque chose à dire, qu'elle assume en justice, et si elle a quelque chose à dire à des contradicteurs, qu'elle vienne nous voir en face. Mais elle sera trop lâche pour ça. Soyez la bienvenue, Madame Forest, pour venir vous expliquer dans le LGF. Dans un instant, une autre femme pour un autre fait. Elle est mise en examen en l'occurrence. Elle s'appelle Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé. On va parler de la gestion du Covid-19 avec vous. 01 40 33 9000 en compagnie de Sabrina Sebaï et de Gaben Abina. Et ouais, on est aussi dans le Knorr, à Lille, là-bas, sur le DAB, bien sûr. Avec aujourd'hui Sabrina Sebaï, secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts. Donc voilà, on a bien compris que Caroline Forest racontait n'importe quoi. Gaben Abina. Elle vous aime pas, voilà, vous aime pas, c'est pas demain qu'elle rentrera, pourtant elle dit que c'est facile dans votre parti. En même temps, je pense que vous en voulez pas non plus. C'est un compliment. Franchement, alors elle se trompe parce que ce n'est pas si facile que ça de rentrer chez ELV. Ah, c'est clair. Puisque tu sais que pour adhérer, figure-toi qu'il faut que le groupe local accepte ton adhésion et que ça soit validé par le conseil politique régional. Ah ouais. Donc et moi il voulait pas de moi. Je veux dire une connerie, mais c'est plus facile de devenir chroniqueur sur France Maghreb 2 que de rentrer chez Europe Écologie Les Verts. Non, parce que là c'est toi qui nous fais passer les tests. T'es donc tout c'est seul. pas facile. Bon, on va parler d'une autre femme. C'était vendredi dernier, on a appris la mise en examen pour non-assistance à personne en danger de Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé, qui, vous vous en souvenez, le 17 janvier 2020, nous rapportait qu'il y avait 2 cas de Covid-19 en France, mais que pour autant, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, que tout était sous contrôle, que les personnes malades allaient être isolées, qu'il n'y avait pas du tout d'intérêt à ce que le reste de la population porte des masques. Voilà, si en cas de problème, il y avait suffisamment de stock, évidemment, vous connaissez la suite. Elle a été, ensuite, elle s'est retirée. Enfin, on l'a poussée à quitter le ministère de la Santé pour aller au municipal à Paris pour remplacer celui qui s'affichait dans des tenues bien propres à lui, Benjamin Griveaux. On se rappelle ce qu'elle a fait, Nada, un Walou, donc encore, municipal. Ouais. Et le 17 mars, ça a été la bombe dans le journal Le Monde où elle dit, je le savais, que ça allait être le bazar en France, que le Covid-19 allait évidemment pousser à ce qu'on prenne des décisions radicales. Elle dit avoir prévenu l'Élysée et Matignon, et elle revenait aussi sur l'organisation du premier tour de l'élection municipale. Comme toi, c'était une mascarade. Mascarade, le mot sur lequel elle est revenue d'ailleurs en mai dans le Figaro. Et ensuite, elle dédouane en disant non, absolument pas. On a toujours été au top, on a toujours bien fait et assuré les choses comme il se devait. Madame Buzyn s'est contredit et archi contredit dans cette affaire et dans cette gestion. Ça l'a conduit devant la justice parce qu'il y a eu des plaintes, plusieurs milliers de plaintes contre elle, mais pas seulement d'ailleurs. Parce que si elle doit rendre des comptes, et c'est important, elle n'est pas la seule, Gaben Abina, à rendre des comptes dans cette histoire. On peut parler de l'ex-premier ministre, Édouard Philippe, on peut parler aussi de l'actuel ministre de la Santé, Olivier Véran, on peut parler d'Olivier Salomon, on peut parler de Sibeth Ndiaye qui avait dit je sais pas mettre un masque. Toutes ces personnes devraient, comme Madame Buzyn, être poursuivies devant la CJR. La Sibeth Ndiaye, je les mets de côté parce qu'elle était ridicule. Donc, oui, mais quand même. Ouais, mais elle était vraiment porte-parole. Elle était porte-parole du gouvernement. Porte-parole et ridicule en même temps. Mais pour être plus sérieusement, il y a des responsabilités qui sont très lourdes. Vous vous rappelez du sang contaminé. Un certain ministre connu aujourd'hui qui a eu aucun problème, s'appelle Laurent Fabius, était responsable mais pas coupable. Absolument. À la cour de Conseil constitutionnel. Voilà. Donc monsieur il a une progression hallucinante. C'est 9 ans, je crois, le siège. Enfin, Oui, c'est ça, c'est une présidence tournante. Pendant 9 ans, je crois, il est tranquille. Ouais, il me semble. Mais c'est même il est tranquille jusqu'à sa mort. Ouais. À l'époque du sang contaminé, c'est Georgina Dufoy. Il avait été acquitté. C'est Garetta. Oui, non, tout le monde n'a pas été acquitté. Lui a été acquitté. Parce que lui était soutenu par son commun Mitterrand. Mais Dufoy a sauté et Garetta, le professeur Garetta, ont sauté tous les deux. Eux, c'est les lampistes. Et là, en l'occurrence, tu fais référence au fait que est-ce que Madame Buzyn, qui s'est comportée comme une buse, jeune mot, attention, qui est à l'OMS aujourd'hui, qui a été nommée à l'OMS pour essayer de lui donner un peu de contenance, est-ce que Madame Buzyn est la seule responsable, ou son mari, on met ça dans le même sac? Non, ils ne sont pas responsables, ils ont exécuté une directive gouvernementale. Je rappelle que le chef de guerre dans le gouvernement, c'est M. Macron, c'est lui qui parlait de la guerre contre le virus. Donc quand on a un chef de guerre qui sait parfaitement ce qui va se passer, ils le savaient dès le début, parce qu'ils ont vu le président chinois Xi Jinping sortir en tenue de protection antibactériologique pour aller dans la ville dans laquelle a démarré cette pandémie. Wuhan.
Eh bien, quand ils voient ça, tous les hommes politiques du monde savent que ça commence à être un peu tendu. Et pour autant, comme ils se savaient incapables de produire le nombre de masques, que la France n'a plus d'industrie, comme ils se savaient incapables de pouvoir isoler les malades, parce qu'il y avait déjà un avion, j'en ai parlé dès le début, de 250 personnes contaminées sans aucun contrôle qui ont été disséminées dans toute la région parisienne, ça a commencé là, l'épicentre. Comme tout ça a été su et mal géré, et là on parle bien de mauvaise gestion de la crise. Aujourd'hui, ils gèrent très bien, mais trop tard. Eh bien, Madame Buzyn se retrouve comme une forme de... Et là, on va parler de deux choses qui vont fâcher. Madame Buzyn a une origine juive. Bon, ça, pour certains dingos antisémites, ils vont penser que ça la protégera. Eh bien, pas du tout. Ça ne la protégera pas. Madame Buzyn ne sera pas protégée parce qu'il y a une faiblesse chez elle. Ça n'a pas lieu d'être, en fait. Non, mais ça n'a pas lieu d'être. Non, mais c'est intéressant de le souligner. C'est pour les antisémites, j'en remets dans la tronche. Madame Buzyn ne sera pas protégée. Elle va être sacrifiée sur l'autel de deux choses. Du pouvoir, les hommes derrière ne seront pas touchés, et sur le fait que ce soit une femme. Or, en France, on est dans un pays où ils sont très misogynes. Il faut être clair avec les propos. À chaque fois qu'une femme exerce une fonction, on la prend pour une imbécile, et elle s'en prend toujours plein la figure. On se rappelle de l'affaire à l'époque avec Garetta, celle qui est tombée, c'était Georgina Dufoy. Elle a mangé pour les autres. Ensuite, on a eu, à chaque fois qu'il y a une femme qui exerce une fonction quelconque, à chaque fois, c'est elle qui prend et qui devient un lampiste. Et en substance, Madame Buzyn sera sacrifiée, c'est une certitude. Et ce qui me dérange dans l'histoire, c'est que ça veut dire que la responsabilité gouvernementale globale va s'appuyer sur une seule lampiste. Et c'est cela qui fait que je m'inquiète de ce qui se passera pour la suite. À côté de ça, Madame Buzyn mérite largement la poursuite. J'ai vu tous les politiques qui disent c'est pas normal, on peut pas exercer normalement si on est poursuivi. Bah si, vous êtes des justifiables comme les autres. Il n'est hors de question que vous ayez un traitement de faveur parce que vous seriez politique. Est-ce que Sabrina Sebaï, sur ce terrain-là, quand on est aux manettes, effectivement, on joue d'une certaine impunité, ou alors au contraire, on doit rendre des comptes comme c'est le cas, ou ça a l'air d'être le cas? Au contraire, quand on est dans ces fonctions-là, on doit être encore plus irréprochable que les autres, puisqu'on est quand même, on est aux plus hautes fonctions de l'État. Elle a été ministre de la Santé en pleine crise sanitaire, quand même. C'était une pandémie, c'était une première mondiale. Donc, ces annonces, en fait, où elle a tout dit et son contraire, finalement, parce que quand on arrive à un point où tu dis, moi je me rappelle, elle disait, le Covid ne viendra jamais en France. Absolument. Oui, c'était ses premiers mots, quoi. Donc les gens se sont sentis rassurés, ils se sont pas protégés, ils n'ont pas porté de masque. Et la première vague qui nous a frappé de plein fouet, parce qu'ils nous ont menti. Mais s'ils n'avaient pas menti, il y a plein de gens qui se seraient protégés, il y a plein de gens qui ne seraient pas sortis, il y a plein de personnes qui ne seraient peut-être pas mortes aujourd'hui. Ou qui se rappellent les élections. Les élections, faut se rappeler quand même. Donc, du coup, forcément, moi, oui, mais donc, quand on ment, et surtout quand on arrive derrière et qu'on explique que finalement on était au courant et qu'on savait que ça allait être un sacré foutoir et qu'on a démissionné en pleine crise sanitaire. Elle est ministre de la Santé, elle démissionne et elle va se présenter à Paris quand même. Faire carrière. Et elle dit dans Le Monde, pendant les municipales, je n'ai pensé qu'à une seule chose, la Covid-19. C'est ça. Oui. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi t'as quitté tes fonctions ? Fallait tenir la barre jusqu'au bout. Ça, pour ce qui est de quitter ses fonctions, on l'a un peu poussé non plus. Oui, mais alors dans ce cas-là, fallait pas se présenter à une élection juste après. Déjà, là, c'est quand même assez, c'est quand même assez surréaliste. C'est horrible. Moi, je trouve que les politiques, c'est des justiciables comme tout le monde. Il y a aucune raison qu'ils soient au-dessus de la loi. Maintenant, il y a une responsabilité. Il faudra chercher d'où elle vient et qui sont tous les responsables de la mauvaise gestion de cette crise sanitaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui sont encore en exercice. Donc, certainement qu'on attendra la fin de leur mandat pour les attaquer également. Mais en tout cas, il n'y a pas d'impunité à avoir il y a quand même plus de 100 000 morts. Ouais. Est-ce qu'on doit aussi, alors je sais que ça fait polémique en ce moment, ces docteurs qui sont harcelés, qui sont, comment dirais-je, pris à partie, des menaces de mort à l'encontre de Marty, Jérôme Marty, mais de plein d'autres médecins. Qu'est-ce que vous pensez de ces médecins qui sont venus pour la plupart aussi sur les plateaux de TV, et tous aussi contradictoires que les autres finalement, en nous disant un jour un message, l'autre jour un autre message, et ceux qui viennent aujourd'hui prôner la vaccination à outrance, alors qu'on s'aperçoit qu'il y a certains, je crois que le directeur d'OMS de l'Europe a dit que la vaccination comme seul moyen d'éradiquer le virus, c'était pas la bonne solution. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces menaces ? Est-ce que vous les justifiez, ou est-ce qu'en l'occurrence vous les condamnez, ces menaces que reçoivent à ce moment ces médecins ? Et beaucoup disent que ces médecins, leur statut ne leur permet pas non plus de tout, et ne les protège pas de tout. Gabal, sur les médecins. Non, d'abord, un médecin, c'est un médecin, il faut le protéger. Il n'y a même pas à discuter, il n'y a pas assez de médecins en France. On commence par le début. On n'agresse pas les gens parce qu'on n'est pas d'accord avec des personnes. Ça, c'est intolérable. Ensuite, il faut se rappeler quand même, c'est bien que Sabrina nous ait rappelé ça, on ne reproche pas aux responsables politiques
d'être responsables de la pandémie. Évidemment que personne n'est responsable de la pandémie. On leur reproche de ne pas avoir pris des dispositions pour protéger la population dans les meilleures conditions possibles, ou au moins de leur dire la vérité. C'est ça la question qui se pose. Quant aux médecins, ils arrivent comme les politiques et comme le monde entier, face à une pandémie qui est sans précédent, parce que même les pestes, tous ces trucs-là, on connaissait. Sans précédent, avec une viralité hallucinante d'un virus qui passe quand il veut, où il veut, sans aucune difficulté. Masque ou pas masque, de toute façon, il a progressé. Oui, mais le problème, Gamal, c'est que tu as certains autres médecins, peut-être beaucoup moins importants, qui sont aussi scientifiques et qui n'ont pas du tout le même discours, et ceux-là sont jetés limite à la guillotine, quoi. Mais non, mais le problème, c'est pas de savoir on les a écartés, Christophe, c'est pas de savoir qui on écarte. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'aucun de ces médecins est en mesure de vous donner avec certitude une réalité. Non. Moi, là, je vais taper un petit peu. Ça va pas plaire, mais je vais vous dire un truc qui va pas vous faire plaisir. Vous allez écouter ça. Quand je parlais de Raoult, le dieu de tous les complotistes, je disais dès le départ, j'ai un problème avec ce type-là. Il est trop péremptoire. C'est pas que je l'aime pas, je m'en fous de son look de vieux barde. C'est pas le problème. C'est qu'il était péremptoire sur une chose que personne ne savait. J'ai dit, comment peut-il affirmer des choses alors qu'on n'a même pas un recul de 1 mois? C'était ça à l'époque. 1 mois, il était déjà en train de dire l'hydroxychloroquine, azithromycine. C'est hallucinant. Eh bien, j'ai appris quoi? 2 choses. Pourquoi est-ce que cette hydroxychloroquine a été à ce point lancée en publicité aux États-Unis? Comment se fait-il que Trump se soit intéressé à un petit médecin français alors qu'il est inconnu aux États-Unis? Je rappelle qu'il est inconnu aux États-Unis, il faut que vous le sachiez, hein, parce que les virologues, ils en ont des kilomètres. Ils n'ont pas de lien, c'est quand même très étrange. Et après, je me suis posé la question, pourquoi Monsieur Raoult ne parle que de ça? Il fait sa pub, on l'a compris. Il vend des livres, on l'a compris, mais ça ne suffisait pas. Eh bien, 2 choses. Trump a des parts chez Sanofi. Tiens, premier signe étonnant. Time Magazine qui l'annonce. 2e chose. Monsieur Raoult, étrangement, semble-t-il, son institut serait financé, alors je dis serait, je reste au conditionnel, par Sanofi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, on parle de collusion, d'intérêts monumentaux. Sanofi a gagné parce que c'est eux qui possèdent les droits d'exploitation de la fameuse plaquette plaquenine. Ils ont gagné $1 milliard en 1 an. 1 milliard. Étrangement, ceux qui font la promotion d'hydroxychloroquine, et Sanofi n'a pas de vaccin, vous le savez qu'il n'a pas de vaccin, comme par hasard, ils sont très en retard. Par contre, ils ont beaucoup vendu. Eh bien, posez-vous les questions. Quel rapport y a-t-il entre ces messieurs, Sanofi, et la vente de l'hydroxy? Le calcul est vite fait. Sabrina, après en fait, malheureusement, comme toujours dans les gestions de crise sanitaire, et y compris dans la santé tout court, en fait, ceux qui se remplissent les poches, c'est les laboratoires pharmaceutiques, comme à chaque fois. Donc que ce soit Pfizer, Moderna, Astra, enfin tous ces laboratoires-là se sont remplis les poches avec des milliards aujourd'hui sur cette crise sanitaire. Maintenant, Sanofi, effectivement, ils sont très en retard. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que le traitement qui avait été préconisé par le professeur Raoult, en fait, il faut vraiment le faire avec un médecin. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pris les médicaments sans avoir d'avis médical et qui ont eu des conséquences, et en fait, assez graves sur leur santé. Donc, l'hydroxychloroquine, je crois que ça a des conséquences sur le cœur. Enfin, voilà. Il y a quand même des effets secondaires qui sont très importants. Donc, on peut pas prendre ça comme si c'était un Qu'est-ce qu'il disait, Raoult? Il disait, le problème de mon traitement, c'est qu'on le prescrit trop tard. Mais ça, c'est du baratin. Il le prescrit aux États-Unis très tôt. C'est ce qu'il disait, moi, je sais pas moi. Mais il y a des gens aux États-Unis qui ont pris très tôt en fait, et qui ont eu des effets secondaires extrêmement graves en fait, parce qu'ils n'ont pas été suivis par des médecins. Donc que le traitement fonctionne ou pas, j'ai envie de te dire, c'est même pas la question. Mais tu peux pas jeter un médicament comme ça en pâture aux gens en disant allez-y, surtout dans le moment de détresse où tu as tout le monde qui est hospitalisé à ce moment-là, et tu jettes en pâture le truc en disant allez prendre ça à la pharmacie, ça va aller. Donc ça, c'est extrêmement grave, je trouve, pour des professionnels de santé. Ensuite, sur les médecins, moi bien sûr, je condamne toute forme de violence toute forme de, tout ce qui se passe aujourd'hui. Les médecins, comme tout le monde, ils découvrent et ils apprennent au fur et à mesure ce qui se passe et comment va se gérer cette pandémie et le traitement du Covid. Après, il y a une réalité, c'est que je pense que les gens aimeraient à un moment que ceux qui nous dirigent et que ceux qui ont géré cette crise sanitaire nous disent « nous nous sommes trompés, nous avons peut-être mal fait, nous avons tâtonné, comme tous les autres pays, mais on pense qu'on a à peu près limité la casse et malgré tout, c'est pas grave. En fait, juste de dire qu'on ne sait pas, et qu'on découvre et qu'on apprend en marchant, en gérant cette crise au fur et à mesure, je trouve ça mieux que d'imposer aux gens un pass sanitaire pour aller boire un verre dans une terrasse ou aller au cinéma, alors que, en fait, en faisant ça, tu crées encore plus de défiance vis-à-vis d'un vaccin qui, peut-être, pourrait sauver effectivement des vies, mais peut-être que, en fait, il y a des gens qui il y a des gens qui, de toute façon, n'iront pas se faire vacciner, et encore plus avec la mise en place du pass sanitaire. Donc, ce gouvernement, il a réussi absolument ce qu'il voulait depuis le début. En fait, c'est fracturer la société française, et donc
surfer sur cette fracture nationale pour repartir. Je vois Macron a déjà sorti une plaquette 50 plus ou je sais pas comment il a appelé son truc. Il est déjà en campagne présidentielle. Je vais te dire, lui, cette histoire, c'est un peu derrière lui. Déjà. Alors les anti-pass sanitaires étant dans la rue, vous le savez, et le gouvernement annonce encore une nouvelle baisse de participation samedi dans toutes les rues de France et de Navarre, à Paris comme partout ailleurs. Les anti-pass sanitaires, ils vont finir par les avoir, par les épuiser. Mais la question, c'est pas de les épuiser. La question, c'est pourquoi en France, on est le seul pays où il y a autant de défiance vis-à-vis de ce gouvernement auquel on n'a pas confiance et vis-à-vis de la vaccination. Ouais, c'est ça quand même qu'il faut se poser comme question. Enfin, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, les gens se sont fait vacciner sans aucun problème. Même en Europe, globalement, les gens se sont fait vacciner. Le Danemark vient de mettre fin à toutes les conditions sanitaires parce qu'ils se disent en avoir terminé avec tant mieux. Avec le Covid. Mais tant mieux. Et par contre, aux Pays-Bas, on est en passe d'installer le fameux pass sanitaire. D'ailleurs, ça gronde de partout aux Pays-Bas avec la mise en place de ce pass sanitaire. C'est une crise qu'on gère en marche. Enfin, vraiment en marchant. En fait, les gens savent pas. Et puis d'un pays à l'autre, c'est très différent. On est en marche depuis 2017. Mais bon. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je suis pour le coup certains journalistes qui suivent bien les chiffres sur le Covid et on est en baisse quand même des cas de contamination, d'hospitalisation. C'est quand même rassurant. Donc, ok, je comprends les gens qui veulent pas se faire vacciner, qui ont peur de se faire vacciner parce qu'on a tout dit. Bien aussi, sûr. Le fait de ramener des scientifiques, moi je trouve ça bien d'avoir des scientifiques et des médecins qui ont de la pédagogie pour expliquer pourquoi c'est important de se faire vacciner. Pour la grippe, on fait la même chose tous les ans, les gens se posent pas de questions. Quand on emmène son enfant se faire vacciner avant de l'inscrire à l'école, la plupart des parents se posent pas de questions. Alors, ce qui est dégoûtant, c'est bien de rappeler ça, j'aime beaucoup. Mercredi, vous savez que le 15 septembre, les soignants qui ne sont pas vaccinés ne pourront plus aller travailler. Non, mais la méthode est mauvaise. Là, mais ça, c'est pareil. Et là, on parle de 300 000 personnes qui sont liées de loin ou de près au système de santé en France qui ne sont pas vaccinés, qui n'auraient pas reçu la moindre dose. Mais ça, c'est pareil. On oublie quand même on oublie le prix fort qu'ont payé les médecins pendant cette crise sanitaire, quand même. Les soignants, absolument. Ils étaient en sac poubelle pour se protéger du virus. Enfin, à un moment... Non, ce qui est grave, c'est que la méthode est mauvaise. C'est-à-dire que moi, ce que je comprends pas dans ce gouvernement, que je trouve un petit peu... ils sont toujours très amateurs. On peut dire aux soignants, vous devez être vaccinés. Mais si vous ne voulez pas être vacciné, on leur donne une alternative. Vous faites systématiquement le test PCR, c'est tout. Après, l'obligation vaccinale n'existe pas et les gens peuvent travailler. Ensuite, concernant l'histoire des laboratoires, je suis d'accord avec toi, tous les laboratoires se sont rincés, mais grave, grâce à cette histoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai attiré l'attention sur les gens qui ont toujours cru, parce qu'ils ont cru comme si c'était une sorte de vérité hallucinante, en un homme qui a annoncé une méthode chinoise, je le rappelle quand même, il vient pas de lui, et une méthode dont il ne parle plus du tout aujourd'hui. Et il a eu l'outrecuidance de dire que on fait une fixation sur ça, on fait une fixette, c'est le terme exact qu'il a utilisé. Moi, je veux bien tout entendre. Tout le monde a géré comme il pouvait, mais tout le monde n'a pas été à ce point péremptoire. Aujourd'hui, ce gouvernement a fait des choix qui sont malheureusement autoritaires, on peut le dire, mais qui étaient nécessaires. Ils ont fait des choix trop tard. La stratégie de communication est calamiteuse, mais ça c'est depuis le début, on le sait déjà. Et la nécessité de vacciner tout le monde est absolue. Et j'ai envie de dire, effectivement, c'est bien que tu le rappelais, Sabrina, c'est que moi je trouve ça inadmissible dans cet égoïsme généralisé que lorsqu'on a voulu mettre un cocktail Molotov de 11 vaccins dans les fesses d'un enfant, d'accord, 11 vaccins d'un coup. Bon, on peut piquer ailleurs que dans les fesses. C'est une façon de parler. Ouais. En général, c'est plutôt là, ça fait moins mal. Mais bon, 11 vaccins, c'est un vrai cocktail, pour un enfant qui vient de naître, tranquille, personne dans la rue. Et là, par égoïsme, parce qu'il y a une petite ou deux aiguilles dans le bras d'un adulte, ils font tous la gueule parce que peut-être dans 20 ans, il y aurait des effets secondaires. Je trouve ça hallucinant. Donc, je veux bien qu'on soit dans le complotisme, c'est une chose, mais soyez cohérents jusqu'au bout. Protégez vos aînés, protégez vos enfants. Soyez pas égoïstes. S'il y a des antipasses qui nous écoutent, appelez-nous 01 40 33 9000, évidemment, numéro de téléphone pour venir jusque nous et pour prendre la parole dans cette émission qui est la vôtre, évidemment, vous le savez. 01 40 33 9000. Bon, dans un instant, on va parler de la gestion des mosquées en France. Oui, un petit peu, voilà. Parce que il y a un petit problème, c'est que Macron avait fait un long discours, vous vous souvenez, sur les Stades de France. C'était d'ailleurs dans les Yvelines, je crois, si je me souviens bien, à Mantes-la-Jolie. Vous vous rappelez? Il fait des discours partout. Oui, bon, voilà, c'était par là. Et il avait l'intention de créer ce fameux Conseil national des imams, le CNI. Sauf que le recteur de la mosquée de Paris annonce la venue sur le territoire de 57 imams algériens qui seraient détachés d'Algérie. Ils auraient été d'ailleurs sélectionnés à la suite d'un concours en Algérie pour venir rejoindre la France. Ils ont pris part à un séminaire ici en France et ça pose un petit problème sur ce que Macron et d'autres appelaient l'ingérence étrangère de l'islam de France, notamment évidemment pointé du doigt quelques pays comme l'Algérie et le Maroc. Là, il s'agit de l'Algérie. 57
imams donc qui sont arrivés en France et qui vont être répartis sur tout le territoire français. On en parle avec vous dans un instant. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ah, enfin le générique, il est là, dites donc. Hein. Bon, il nous avait manqué celui-là. Sabrina Sebaï, secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts, Monsieur Gamal Abina, fondateur du MDC, avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans le LGF. Et j'ai une certaine Nadia qui voudrait te parler, mon Gamal, à propos du pass sanitaire. Bonjour Nadia. Ça va faire mal. Oui, je pense. Elle nous appelle de Saint-Étienne. Bonjour ma Nadia. Bonjour mon Christophe, comment allez-vous tous, Gamal? Bisous, Sabrina, ça va? Ça va. Ouais. J'ai pas pu, j'ai retrouvé un peu le moral là, mais j'ai pas pu vous appeler pour le départ de vacances. Je voulais vous souhaiter bonnes vacances et bon. Ben oui, ma Kabylie, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Bon, vous avez compris, je vais passer les détails. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui se passe, ma Nadia? Bon, alors moi je trouve, Gamal, que la première chose, c'est Covid, les plus un problème de santé, ce Covid a été politisé. Et sciemment, je pense, sciemment. Ça a bouché les trous, tu comprends? Et moi, je dis qu'aujourd'hui, la médecine n'appartient plus aux médecins. Elle appartient, aux politiciens, aux carriéristes. Enfin, je ne sais pas comment on peut les nommer, ces gens-là, parce qu'ils deviennent tellement immondes et abjects que je ne leur trouve plus d'adjectifs. Et ceci dit, c'est comme de parler des vaccins. Ok, les vaccins. Vous voulez vous faire vacciner, vous faites vacciner. Tu trouves pas, Gamal, qu'au départ, les médias, ils ont tellement prôné pour ce vaccin, ils n'ont pas dit aux gens que ce vaccin n'empêchait pas d'attraper le virus, ni de le propager. On est d'accord là-dessus, tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Ils ont même osé dire, il faut vous faire vacciner pour retrouver une vie normale. Mais ça, c'est bien un mensonge étatique, tu n'es pas d'accord avec moi? À demi-mensonge, je vais expliquer pourquoi, juste après. Oui, d'accord. Ensuite, le comparer avec les autres vaccins, les 11. D'abord, les 11 vaccins. Bon, beaucoup de docteurs ne passent pas à la télévision pour le dire. Beaucoup sont inquiets à ce sujet, il faut le savoir. Bien sûr. Parce que c'est juste pas normal, de mélanger 11 produits, c'est juste pas normal, ce serait trop long de l'expliquer. Non, je suis d'accord là-dessus. Voilà. Donc, mais il ne faut pas le comparer au vaccin du Covid. C'est pas comparable, c'est pas les mêmes produits. C'est des choses qui ont été quand même testées, qui ont été analysées depuis longtemps, etc., etc. Et surtout, ils ont eu les brevets. Comme les Gaouris disent, par terre, ils doivent se retourner avec Hippocrate dans leur tombe, franchement. Donc moi, et tout à l'heure vous parliez de Buzyn. Moi, Buzyn, je n'ai aucune excuse envers elle. Je vais vous faire une confidence. Je suis tombée malade, moi, le 12 novembre 2019. Suivez-moi bien. Bon, je suis allé voir mon médecin. Bon, vous savez, je vous ai dit mes pathologies et tout, vous savez. De suite, il s'est inquiété. Puis il mangeait ses doigts, parce qu'on est quand même amis, tu sais. Et professionnellement, on travaillait ensemble avant. Et en fait, il m'a dit un truc. Il m'a dit, putain, Nadia, j'ai eu peur pour toi. J'ai dit, pourquoi je regarde? J'ai dit, pourquoi? Il faisait une tête. Il me dit, si tu savais la saloperie qui est en train de nous arriver, dans la merde où on va être. Gamal, on était le 12 novembre 2019. Le R0 que nous ont présenté à Paris, il y avait déjà eu 2 morts avant. Donc tu vois bien que l'État manque depuis le départ, à commencer par Agnès Buzyn. Et puis Gamal, moi ce que je ne l'excuse pas, cette femme, tu sais pourquoi à la base aussi? Mais parce qu'elle est toubib. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Oui, c'est vrai, en plus elle est médecin. Elle est toubib, Gamal, mais c'est vachement grave. C'est serment d'hypocrite là pour le coup, parce que... Et voilà, c'est pour ça que je te parle d'Hippocrate, parce que c'est juste pas possible. Bon, alors qu'est-ce que tu as à répondre? Et moi je dis, la médecine n'appartient plus aux médecins. Et tu vois, Gamal, moi, là où j'en veux, tous ces soi-disant spécialistes, tous ces soi-disant médecins qui passent à la télé, eh bien, 80% des gens que je connais qui ne se feront pas vacciner, c'est à cause d'eux. C'est normal. Ils ont raconté trop de saletés. Merci Nadia. Et en plus, ils se permettent jusqu'à l'insulte maintenant. Le problème, c'est vrai, c'est vrai. Je vais dire un truc qui va peut-être énerver beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Non mais je vais expliquer. Non mais là on n'est pas. Sur l'essentiel, je suis d'accord, c'est pas le problème. La gestion, la communication, les mensonges, les omissions volontaires, on les connaît. Même le patient zéro. Mais Gamal, ça entraîne le comportement des gens. Oui, mais je suis d'accord là-dessus. Je suis allée au marché depuis longtemps, j'y étais pas allée. Pardonne-moi, je t'ai coupé la parole. Pas de problème. Mais je suis devenue dingue. Bon, j'ai toujours mon FFP2, mes gants aux mains et tout, Mais je suis devenue dingue. Crois-moi que j'ai fait ce que j'avais à faire très très rapidement en me tenant éloigné. Mais les gens deviennent fous. Et tu sais ce que j'entendais autour de moi? Mais alors, moi j'ai mes 2 doses, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est une très mauvaise réaction. Rien, Gamal. Non, mais c'est une très mauvaise réaction. Imagine ce qui va arriver là bientôt. Oui, bon, ce sera moins grave parce qu'il faut savoir Et j'ai mon 2 choses importantes. Pour finir, qui a un réa,
à Saint-Étienne, qui a eu les 2 doses Janssen. Il est hospitalisé depuis jeudi. Il a quel âge? 34 ans. Wow. Ça arrive. Mais oui, normalement, Johnson, c'est pour les plus de 55 ans déjà. C'est une dose normalement, Johnson. Ouais, mais il est diabétique et tout, mais il faut le dire ça aussi. Oui, il y a les comorbidités, c'est connu depuis le début, ça n'est pas problème. En tout cas, merci beaucoup Nadia. Merci beaucoup. Et je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une bonne rentrée parce que c'est un retard pour vous la souhaiter. Oui, merci. Exactement. Et à très bientôt, Inch'Allah. Et Christophe. Oui, Nadia. Essaye de mettre un petit peu le frein sur le langage de Karim, parce que l'autre fois, il nous a traité de con et tout. Oui, c'est vrai que c'était violent. Et tout, c'est lourd quand même un peu parfois. Appelez-le et dites-lui, c'est votre émission. Et faire traiter de con parce qu'on ne se fait pas vacciner, c'est quand même une insulte à la base. Oui, prenez la parole. Vous avez la parole dans cette émission. Voilà. Vous joignez depuis la rentrée là, ça bombarde de nouveau. Bah oui, mais bon. Allez, merci beaucoup Nadia, je t'embrasse. À bientôt. Oui, c'est Karim Alouache, quoi. Oui, il est un peu loin. Mais juste pour répondre rapidement, la raison. Il sera là demain d'ailleurs. Il pourra s'expliquer mais il a dérapé parce qu'il est en émotionnel. C'est pas un gars méchant, mais c'est vrai qu'il est très énervé parce que lui, il a quand même pris cher sur le Covid. Mais il a perdu un œil d'ailleurs, faut le rappeler, c'est pas rien. Parce qu'il est resté un mois en réanimation. Bref, faut qu'on avance. Très rapidement pour répondre à ce qui a été dit. La raison sur l'essentiel, par contre, il y a une chose qui est sûre, et c'est là où il faut vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on a tellement entendu, un discours complètement délirant et déstructuré du gouvernement, mais pourquoi est-ce qu'on a tellement entendu les anti-vax? Pourquoi est-ce qu'on parle que de leur théorie du complot? Pourquoi est-ce qu'on a entendu à ce point un Raoul qui était porté, mais de façon hallucinante dans les médias? Pourquoi est-ce que tous les excités d'extrême droite qui ont pris quasiment en otage les manifestants, qui sont légitimes? Je comprends qu'on n'ait pas envie de faire un pass sanitaire, je comprends qu'on ait peur de la vaccination, je le comprends. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été dans l'éducation des gens, l'explication de texte, expliquer ce que c'est que l'ARN messager, expliquer qu'il y a déjà un médicament à l'ARN messager qui est utilisé par les gens, ils ne le savent même pas. Tout ça n'a pas été dit. Et moi, je vais dire une chose très courte et très efficace, d'accord? Parce que j'entends beaucoup de délire de la part de complotistes hallucinants. Je dis, si vraiment les laboratoires qui se font de l'argent, c'est leur métier, ils sont pas là pour faire, c'est pas Mère Teresa, les laboratoires, ils font des produits pour faire de l'argent. Donc les choses sont très claires. On est dans le capitalisme, on n'est pas chez les socialistes. Eh bien, ces laboratoires, s'ils voulaient vraiment vendre leurs produits facilement... Les socialistes d'antan, parce que... Non, socialistes communistes, je veux dire. Je parle des socialistes russes. Il n'y a pas de socialistes en France. Si les laboratoires... Je mets Mélenchon dans le paquet aussi, je vous le dis tout de suite. Si les laboratoires voulaient vraiment vendre ces produits, mais ils n'auraient jamais dit qu'ils avaient développé une nouvelle technologie qui s'appelle l'ARN, qui a 20 ans d'ailleurs, ils n'auraient jamais dit qu'il y a des gens qui meurent ou qu'il y a des traitements ou des difficultés. Ils nous auraient vendu du rêve, puisque les médias, ils les possèdent. Je veux dire, M. Macron est l'ami personnel du directeur de Sanofi. Donc, il faut quand même un petit peu se réveiller 2 minutes. Si les laboratoires sont sous la sellette et sont observés à ce point, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas en train de comploter. Ils donnent des vérités qui les desservent. Donc, aujourd'hui, il faut être très clair. Ne pas avoir confiance au vaccin, je le comprends. Parce qu'il y a des cas, effectivement, où ça se passe mal. Mais il y a, alors je vous donne un chiffre qui est monstrueux. 30% des gens qui ont été infectés par le Covid ont par la suite des problèmes neurologiques graves. 30%. C'est considérable. On ne sait même pas quelles seront les conséquences à terme. Et là, on nous parle de la potentialité de conséquences difficiles avec le vaccin, alors que sur le Covid, c'est 30%. Une personne sur 3 va avoir des conséquences calamiteuses. Mais en fait, c'est pour ça que c'est extrêmement grave, en fait, la communication qui est faite aujourd'hui, parce qu'on donne le sentiment aux gens que quand ils sont vaccinés, ils ne risquent plus rien. Or, ce qu'on ne sait pas, en fait, en réalité, c'est qu'une fois qu'on a attrapé le virus, on ne connaît pas les conséquences sur le long terme. Donc, peu importe qu'on ait une forme grave ou pas grave, en fait, il faut absolument se préserver d'attraper ce virus si on ne l'a jamais eu. Alors, on va écouter Hossein, peut-être pour refermer ce truc, parce qu'il faut qu'on parle des imams algériens, là, quand même, les amis. Hossein, bonjour. Bonjour, Christophe. Bonjour, Président Gamal. Président Gamal, carrément. Je rejoins tout à fait la dame. Elle s'appelle Sabrina. Ce truc de Covid a été extrêmement politisé. Ah non, c'était Nadia. Okay. Et il y a certains pays tels que la Russie ou la Chine qui ont des vaccins. Absolument. Mais seulement pour les politiciennes, ils n'ont pas voulu donner au choix aux usagers de se vacciner. Oui, on connaît des gens qui se sont fait vacciner, par exemple en Algérie avec le Sputnik. Leur vaccin n'est pas reconnu comme tel aujourd'hui en France. Ce qui est honteux. Ouais. Justement, et c'est méchant. Je trouve que c'est très méchant. Et concernant l'autre vaccin, les Pfizer, la RN, et logiquement, les gens, ils doivent... C'est un truc de bon sens. Ça va faire bientôt 3 ans que ce vaccin existe. Et plus de combien de milliards de personnes l'ont eu. Bien sûr. Logiquement, ça y est, c'est bon. La méfiance
c'est bon, mais à un certain moment donné, on devient amnésique, quoi. Ouais. Merci Hossein pour ton appel. Moi, excuse-moi. Vas-y, Hossein, vas-y. Moi, j'avais voulu ne pas aller me faire vacciner. Ouais. Seulement parce que pour moi, le vaccin, il n'est pas trop efficace. Mais j'ai croisé un pote d'enfance avec 2 béquilles. Ouais. Le Covid lui a bousillé les poumons. Les conséquences neurologiques dont j'ai parlé. Et il est très jeune. Il est très jeune. Et il fait kickboxing. Il a failli crever. Et ça m'a donné un déclic. J'ai été me faire vacciner. Donc les gars, ne jouez pas avec cette histoire-là. Merci. Merci Hossein pour ce rappel. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt. Alors, il faut qu'on parle maintenant des fameux imams algériens qui ont été détachés d'Algérie pour venir en France à la demande du recteur de la mosquée de Paris. Ce qui va à contresens de ce que veut et ce qu'a dénoncé Emmanuel Macron, président de la République, à propos de l'islam en France. Il voulait en terminer avec la fameuse ingérence de cet islam en France. Et le recteur de la mosquée de Paris, sur un concours organisé en Algérie, a annoncé sur la page Facebook de la Grande Mosquée de Paris ce samedi la venue sur notre territoire de 57 imams algériens qui vont être répartis sur l'ensemble du territoire, en tout cas des mosquées qui sont en lien avec la mosquée de Paris et sous l'influence de la Grande Mosquée de Paris. Alors, ça va un petit peu à contresens parce que Emmanuel Macron avait dit et demander à ce qu'on crée ce fameux Conseil national des imams pour qu'on puisse avoir nos propres imams ici en France. Est-ce que c'est un problème, Sabrina Sebahi, que des imams viennent d'Algérie pour prêcher dans les mosquées en France ? En fait, c'était déjà le cas avant. C'est pas une nouveauté que les imams viennent de l'étranger. Et justement, Macron... Ça a toujours été le cas, sauf que Macron l'a dit, stop, il faut en finir avec ça. Oui, mais Macron, il a voulu réorganiser l'islam sans les musulmans, en fait, en arrivant et en disant, c'est comme ça que vous allez faire maintenant. Donc c'est un peu compliqué. Et si tu veux, aujourd'hui, l'organisation, en fait, il voudrait limite calquer l'organisation de l'islam sur le modèle, en fait, de l'organisation catholique ou, tu vois, avec, en fait, des strates bien identifiées, ce qui n'existe pas, en fait, dans la religion musulmane. Il n'y a pas de clergé. Exactement. Et donc, c'est là où tu as une vraie difficulté. Après, moi, là où ça me pose une difficulté, dans le sens, c'est là où, à partir du moment où ça devient politique, c'est-à-dire qu'on envoie des imams pour faire autre chose, finalement, qu'enseigner ou faire des prêches du vendredi, parce qu'à la base, les imams sont quand même là pour ça, pour faire l'appel à la prière et pour faire le prêche du vendredi. Et l'autre difficulté, c'est que, de mon point de vue, aujourd'hui, on a quand même une génération qui ne maîtrise pas forcément l'arabe littéraire tel qu'il est écrit aujourd'hui dans les textes, notamment le Coran, et que c'est quand même important de savoir ce qu'on écoute et de comprendre quand on va à la mosquée. Donc, si on a des imams aujourd'hui qui pratiquent, en tout cas qui font le prêche du vendredi, qui ne le traduisent pas à ces milliers de jeunes ou de ces milliers de personnes qui vont à la mosquée aujourd'hui pour entendre justement ce prêche, moi ça me semble, c'est un peu comme... Les jeunes qui comprennent pas l'arabe pour la plupart et pour beaucoup. Mais oui, d'ailleurs. Mais donc en fait ils vont écouter des discours et un prêche qu'ils ne comprennent pas. Donc en fait c'est là où moi ça me pose un petit problème, c'est-à-dire que quand tu vas quand même à la mosquée, c'est que tu as envie d'entendre des choses que tu peux comprendre et à la base c'est quand même des choses un peu philosophiques qui t'apprennent à t'élever en fait et à apprendre des choses. Donc si tu vas juste pour prier sans comprendre les textes qu'on essaie de t'expliquer, ça me semble un peu compliqué. Donc il y a, à mon avis, il y a quand même un souci de ce point de vue-là. C'est quand même dommage qu'on n'arrive pas... L'ingérence, il a raison ou pas, Emmanuel Macron, de parler d'ingérence étrangère ? Là, c'est quand ça devient politique, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que ça devient politique. Après, moi, je ne parle pas moi, je dis pas l'islam de France, parce que pour moi, il n'y a pas d'islam différent d'un pays à l'autre. Je parle de la pratique de l'islam en France. Oui, parce que c'est quand même... mais c'est très important, en fait, parce qu'on a l'impression que l'islam de France, il est spécifique, il est tout seul, en fait, il n'a pas de lien avec les autres pays musulmans, c'est pas le cas. On n'a personne ici en France capable d'être imam, on est obligé d'aller les chercher en Algérie ou au Maroc. C'est la question aujourd'hui. C'est plus compliqué que ça. Peut-être plus compliqué, mais moi, je suis simpliste et j'essaie de comprendre. Non, mais justement, c'est plus compliqué. Oui, non, c'est pas une question de simplisme. Il faut connaître un peu les termes du débat. Et il faut savoir qu'il y a un centre de formation des imams en France, à Château-Chinon, qui a été créé il y a 10 ans, je crois, si je ne me trompe pas, où ils forment des imams. Le vrai problème, c'est pas de savoir si Macron va accepter cette généreuse proposition algérienne. Ils sont arrivés, ça y est, ils sont arrivés. Non, la question n'est pas de savoir s'il va l'accepter, il la demande. Pourquoi ? Parce qu'il faut une spécificité. Qu'est-ce que je veux dire par là ?
Il n'y a pas de bon niveau de formation en France pour les imams. Malheureusement, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de système. Ça, c'est une première des choses. Deuxième chose, l'imama dont on parle, donc la formation des imams, est une longue tradition qui se transmettait plutôt de père en fils, de qadi en fils. C'est comme ça que ça fonctionne dans les pays musulmans. Ici, il n'y a pas ça. Donc à partir du moment où des gens déracinés ne connaissent pas leur culture et passent par Internet pour connaître plus ou moins le Coran, ça ne se passe pas bien. Et ce qui se passe, qui est problématique dans l'histoire, c'est pas de savoir qu'on est de bons imams ou de mauvais imams. C'est de savoir pourquoi on rattache l'imama, donc le principe de l'imam qui a fait les prêches, à des attentats. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas un imam qui a poussé un jeune à commettre une action violente. 25 ans. C'est fini, c'est plus les mosquées. Ça se passe plus sur les mosquées, ça se passe sur Internet. Ouais, mais là, c'est un autre débat. Non, c'est le débat d'origine. Pourquoi ils voulaient contrôler les imams? Parce qu'ils avaient peur des attentats. Maintenant, on revient sur les imams. Non, mais on a eu des bons imams en France. Je pense à Bajrafil qui a quand même quitté la fonction d'imama. Parce qu'à un moment, c'est la stigmatisation, c'est le harcèlement permanent. Il est tout seul et il prend les coups sur le dos. Mais ce qui se passe, c'est que pourquoi Macron les accepte, ces imams algériens? Parce que ce ne sont pas des imams consulaires, comme on les appelle. C'est vrai que c'est un peu l'idée de se dire que c'est le consulaire qui les envoie. Encore une fois, il ne s'agit pas d'accepter ou pas d'accepter. C'est la grande mosquée de Paris qui a fait venir ces imams. Mais non, c'est pas la grande mosquée, tu te trompes, Christophe. C'est pas du tout ça comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça se présente. Il n'a pas demandé l'autorisation à Macron. Si, c'est concerté, ça se fait pas par hasard. Il fait une annonce officielle, c'est pas par hasard. Ils ont besoin des imams algériens parce que ces imams sont formés par l'État algérien. État laïque. La question des imams en Algérie est un vrai problème qui a été réglé. Laïque, pardon. Non, l'État, c'est un État laïque. C'est pas dans les statuts, mais dans les faits, ils sont laïques. Ouais. C'est-à-dire que la formation des imams en Algérie est extrêmement rigoureuse et ils ont besoin de gens bien formés et là, je suis pas d'accord avec toi, Sabrina, rarement pas d'accord, mais là, c'est pour le coup, ils parlent parfaitement le français. Parce qu'en Algérie, la première langue, c'est le français, c'est pas l'arabe. Pas tous, gamin. Non, en Algérie, c'est les imams marocains qui sont pas bons et les Tunisiens sont pas bons en français. Les Algériens sont excellents en français, ils parlent mieux français que l'arabe. Alors, pour recontextualiser, moi je te parle de ce que j'ai connu. Ah, à l'époque, oui, mais ça c'était l'époque des... Voilà, donc je ne connais pas les 57 qui sont arrivés, peut-être qu'ils sont très bons et qu'ils sont bilingues parfaitement et qui vont faire des prêches en français. Il ne s'agit pas de remettre en cause leurs compétences. Si, c'est important parce que les imams qui étaient formés dans les caves en France n'étaient pas bien formés. Elle fait référence à cela, je suis d'accord avec toi. C'est souvent Donc on est obligé d'aller chercher les imams dans les pays. Parce qu'il n'y a pas de formation. Mais en fait, c'est quoi l'objectif? C'est d'avoir des imams qui sont formés par des universités, qui sortent avec des diplômes. On n'a pas besoin d'imams qui apprennent l'islam sur Internet. Enfin, on a vu les dérives à quoi ça peut conduire. C'est encore parler trop vite et pour rien dire et pour rien faire. Quand on parle de la création d'un Conseil national des imams, on est encore très très loin. C'est une blague. La CNI, pour moi, c'est la carte nationale d'identité. Ça s'arrête là. Mais en fait, la CNI, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où tu as une université, un socle de formation qui te permet de former tes imams et d'avoir un Conseil national des imams. Donc ça vous choque pas que 57 imams viennent d'Algérie? Mais non, ça me choque pas, c'est logique. Ils en ont besoin. Ils sont coincés. Donc il a raison, Chebseddin Hafiz. Mais il a parfaitement raison. Ouais, séminaire, ils ont été tous en séminaire, il leur a expliqué les règles. Ils vont être répartis sur l'ensemble du territoire. Absolument, ils sont bilingues. En fait, la vraie question qu'il faut se poser in fine, c'est est-ce que on veut des imams qui sont compétents, formés, qui ont appris les textes, à les lire, à les comprendre et à les expliquer, ou est-ce qu'on veut juste des imams, enfin qui se disent imams d'ailleurs, qui font des prêches et qui parfois en fait peuvent conduire à des dérives. Donc en fait, le vrai sujet il est là. Donc est-ce que les gens qui vont à la mosquée, ils y vont pas aujourd'hui, ils y vont pour apprendre finalement et pour apprendre déjà leur religion, pour la pratiquer. Et donc pour ouvrir leur esprit. Si tu as des gens qui n'ont aucune ouverture d'esprit et qui ont effectivement été formés dans des caves ou des choses comme ça, enfin ça n'a aucun intérêt. Donc le sujet c'est pas d'où ils viennent, c'est quelle formation ils ont reçue et ce qu'ils vont pouvoir transmettre finalement aux musulmans qui sont en France. Voilà, comme Bajrafil serait totalement compétent pour former les imams en France par exemple. Une petite cartouche au passage. L'islamo-gauchiste vient de parler là, voilà. Les verbes peuvent pas s'empêcher d'être verts. Les imams en France c'est bien, c'est pire en pire. Mais la laïcité c'est aussi de respecter que chacun puisse pratiquer sa foi en France et je pense que si on a 57 imams qui arrivent, c'est que quelque part, y compris d'ailleurs la question se pose dans les prisons puisqu'on manque d'aumôniers et dans les prisons pour que les gens puissent pratiquer leur religion, c'est qu'il y a un manque quelque part. Et est-ce qu'on veut finalement que les gens apprennent la religion par des tutos ou est-ce qu'on préfère que ce soit des gens qui soient cultivés qui leur enseignent ces textes? D'accord, donc Jamel est avec nous, 01 40 33 9000. Jamel. Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, dis donc, tu termines tôt, toi, tu ne travailles pas beaucoup à Pôle emploi, hein. Ah, tu rigoles, 8h10, 20 minutes pour manger, et là, je viens de bouger. 8h10, pause café jusqu'à 9h30, bon, on connaît, hein. Ah, je suis à 37,5 contractuellement, mais je fais plus que ça. Je plaisante. Je suis pas d'accord, il bosse beaucoup. Non, je plaisante, ça va. Bon, Jamel. Moi, je le prends bien, mais j'aime bien remettre une petite couche d'explication, car il y a les auditeurs. Ouais. Donc, quand on nous dit, vous êtes fermé le vendredi après-midi? Au public, oui. Mais moi, je finis des fois à 18h. Ça bosse. Bon, Jamel. Aussi, et voilà, c'est normal. Hein. S'occuper des chômeurs, ça prend du temps. Comment? Non, s'occuper des chômeurs, ça prend du temps, je plaisantais.
Oui, puis il y en a beaucoup en plus. Non, mais mine de rien, faut... Moi, c'est un métier, franchement, je touche largement moins que ce que je devrais toucher à Roissy. Je suis d'accord avec ça. En tant que truanditaire, je le dis bien comme ça. Mais j'ai une part de salaire dans la satisfaction. Quand j'ai aidé quelqu'un, je suis super content. Ça, c'est bien, ça. Donc ça me revient, ça me remet dans mon époque de l'associatif notamment. Oui. Alors Jamel, donc, 57 voilà, imams qui arrivent. Alors, on va revenir au débat sur... Alors, moi, ce que j'ai aimé tout à l'heure, j'ai entendu, on ne parle pas d'islam de France, mais d'islam en France. Là, je suis tout à fait d'accord et ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais, oh là là, ça fait vraiment plaisir. Moi, ça me choque pas que des imams algériens viennent, tant que c'est des imams qui sont formés. Et comme il a été dit, il y a une compréhension, il y a des exégèses au Coran, etc. Et les prêches sont importants. Et je voulais apporter une petite précision, c'est que dans l'islam, on a quand même évoqué la possibilité pour les non-arabophones de comprendre un prêche. Il est fortement recommandé de prononcer le prêche. Et ce qui a été fait notamment, je vais parler notamment en France et en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est que le prêche est le même, mais dans deux langues différentes, dans la langue du pays résident et en arabe. Et pour moi, c'est vrai que quand je vois dans les mosquées turques où c'est dit en arabe et en turc, ou voire des fois qu'en turc, j'ai déjà vu, moi je vais dans un prêche, je sais même pas ce qu'il m'a dit le gars, et moi ma prière ne passe pas en fait, puisque je ne sais pas. Les deux unités de prière, en réalité, la prière de Dhor, c'est deux, par la khutbah, c'est-à-dire par le discours, le prêche, et deux, par la prière de tes désignités dites plus classiques. Et moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange qu'on ne prenne pas cette part-là parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise de l'arabe littéraire. Aussi bien dans les gens immigrés. Les gens immigrés, notamment, comme l'a dit Gamal, en Algérie, on parle forcément bien le français. On parle pas forcément l'arabe littéraire. Ça a tendance à changer un petit peu plus avec les nouvelles générations et l'implication qu'il y a dans l'éducation de l'arabe littéraire. Et c'est ça, faudrait pas l'oublier. Le français est nécessaire en France, en tout cas dans les prêches. Bon, eh bien merci Jamel en tout cas pour cette précision. Bisous à tous. Bisous Jamel, ciao. 01 40 33 9000, 57 imams sont arrivés. C'est ce que nous a annoncé la mosquée de Paris en France pour être répartis dans les différentes mosquées, et Sabrina et Gamal ainsi que Jamel sont pas du tout choqués, même plutôt rassurés si j'ai bien compris, hein, Sabrina. Sûr. Ah bah moi c'est le cursus universitaire qui compte. C'est clair. Alors un dernier mot là-dessus avec Fatah qui nous appelle au téléphone 01 40 33 9000. Bonsoir Fatah, bienvenue. Bonsoir tout le monde, merci. Bonsoir. Merci. Alors cette histoire des imams algériens venant sur le territoire français, c'est rassurant? En même temps, on n'a pas notre mot à dire. Si, justement, ici, tu as ton mot à dire, Fatah, donc vas-y. Non, mais je veux dire d'une manière générale. Maintenant, je voudrais simplement dire deux choses par rapport à ce que j'ai entendu de Gamal et Sabrina. Et Sabrina, pardon. Gamal, c'est faux. Hein. Ils sont pas tous parfaitement francophones. Moi, j'en ai vu pas mal. Il y en a beaucoup. Ils ont pas. Ils parlent pas bien le français. Ils ont du mal. Les imams. C'est la première chose. Ouais, les imams en général. Les imams. Non, mais ceux qui sont envoyés en France ne parlent pas bien le français. Oui. Je serais étonné. Ça, je le garantis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec Sabrina. Ils sont très très bien formés. Par contre, en termes de formation, ils sont diplômés avec un diplôme universitaire. C'est la condition sine qua non. Je suis d'accord. Ils viennent pas en France, ils n'ont pas de maîtrise ou en sciences islamiques. Ça, c'est même pas la peine, c'est même pas envisageable. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont, comment dirais-je, c'est sur concours que ça se passe en Algérie. Oui, c'était sur concours. Il y a un concours, on leur fait, c'est plusieurs entretiens, et ils sont extrêmement cadrés, suivis par rapport à leurs tendances, et franchement, c'est des très bons imams. Le seul point, la seule lacune, c'est la langue française. C'est la langue, ouais. Merci mon Fatah pour ces précisions. Et juste dernière chose. Oui. In fine, on en a besoin parce que on n'est pas en capacité aujourd'hui, nous, la communauté musulmane francophone, de mettre en place des imams formés en France, mais surtout, on a aussi un problème de moyens. Ouais, c'est clair. Bah oui. Ça, il faut dire, ça a un coût, parce que si tu prends quelqu'un qui est formé ici francophone, il faut pouvoir lui donner un salaire, le payer, et le salaire, ça a un coût, et la communauté musulmane, son problème, les poches sont trouées. Ouais. Donc, c'est ça. Merci mon Fatah, merci à toi en tout cas pour ton appel, et voilà, on sera
Je voulais vous en parler parce que voilà, c'est une information que vous n'entendrez pas ailleurs, et c'est ce qui fait aussi un peu la spécificité du Grand Forum, c'est qu'on puisse évoquer aussi, parler de ces sujets qui nous concernent tous et qu'on relaie pas forcément dans les médias, donc France Maghreb 2 quand même. Mais il a mis le doigt sur quelque chose d'important. En fait, j'allais en parler justement. Calme-toi. Il m'a précédé. Non, c'est une très bonne remarque. Il a dit une chose, il a dit que qui va les payer. Et moi, je pense que l'accord avec Macron, c'est que c'est l'Algérie qui les paye, tout simplement. Voilà l'intérêt de Macron, c'est que les imams, en général, c'est des bénévoles. Là, ils seront tenus et payés. C'est en cela que ça arrange tout le monde. Hein. Ah, je crois qu'il y a Medjed qui va pas tarder à arriver. Vas-y mon gars, vas-y, hein, tu sais qu'on fait tout ici. Hein. Ouais, je vois ça. Il faut ramener la secrétaire. Donc je disais, par rapport à ça, effectivement, qui va les payer, ce sera l'Algérie, je le pense. Et c'est rassurant quelque part, parce que s'ils ne sont pas achetés par quelqu'un d'autre, ils font leur travail normalement. C'est un peu ça l'idée. Bon, alors Youssef, peut-être, pour en terminer là-dessus, ça fait beaucoup réagir, ce sujet. Youssef, bonjour. Oui, bonjour. Youssef, il nous appelle d'où, Youssef ? Du Val d'Oise. Du Val d'Oise, très bien. Alors on t'écoute là-dessus pour conclure ce sujet. Écoutez, moi je viens juste d'allumer la radio, là, et j'ai entendu deux petites bêtises. Ah, ça peut arriver. Le monsieur, je sais pas si qui, je voudrais pas qui. Premièrement, il a dit que en Algérie, le peuple algérien, il parle très bien le français. Ouais. C'est ça. Hein. Oui. Donc je crois que c'est depuis les années 30, il a pas mis les pieds en Algérie. Il faut dire qu'en Algérie, il y a l'arabisation qui a commencé en 70. Oui, donc ceux qui parlent bien le français ont soit 60 ou bien plus. Au-dessous, on parle pas bien le français du tout. On s'exprime très bien en arabe littéraire, académique, mais pas bien en français. Donc les imams qui sont en Algérie, ils parlent pas bien le français du tout. Et moi, c'est pas que ça me choque, rien ne me choque. Hein. Par contre, c'est pas ma philosophie. Moi, je veux que les imams en France, ici, ils aient une culture occidentale. Une culture française, c'est-à-dire que le type, il est capable de vous parler de Monet, je sais pas, Molière, l'histoire française, mais pas une culture arabo-musulmane. Je veux qu'ils aient une culture française, occidentale, européenne. Alors là, c'est très intéressant comme remarque. C'est intéressant, bien sûr. Alors déjà, pour commencer, en Algérie, donc je suis pas allé il y a 200 ans pour commencer. Toute ma famille est toujours. Ils parlent pas français, les jeunes Algériens, monsieur. Non, on parle pas des jeunes Algériens. On parle des jeunes. Un français. Je ne sais pas si vous avez écouté un joueur de foot qui joue à Nice. J'écoute. On parle pas des jeunes Algériens, on parle des universitaires. Est-ce que vous l'avez entendu s'exprimer en français? Tous les jeunes Algériens, c'est comme lui. On parle pas des jeunes Algériens. L'arabe coranique, l'arabe académique, l'arabe classique, mais le français, si vous pouvez si vous pouvez écouter, moi j'ai pris des claques par des Algériens formés à la fac, qui étaient mieux formés que moi en France, qui connaissaient mieux que moi Voltaire ou Rousseau, et qui étaient capables de me faire tout l'article sur ce que disait Montesquieu. Ça dépend quelle étude il a fait, monsieur. Précisément. Les études théologiques islam, en Algérie, ça se fait en arabe. Ça se fait pas en français ni en anglais. L'enseignement, il est en arabe. Donc, ils perdent un petit peu de la faculté de s'adapter avec le français, monsieur. Alors, moi, je vais vous répondre un truc. Il y a deux possibilités. Soit on accepte de prendre des gens qui sont formés dans les deux langues, et je pense que c'est le cas, mais on le vérifiera. Soit on va faire comme les catholiques et on va faire en sorte que le Coran soit dit en français. Sauf qu'on... Je finis. Attends, fini, bouge pas. Je veux que les imams ici en France, ceux qui nous représentent, parlent un français parfait, et pas le français du blédard comme le mien. Ouais. Je veux qu'il parle un vrai français, avec une culture française, qui est capable de vous parler de Monet, Matisse, Molière, La Fontaine. Mais ça n'a aucun intérêt, mais là je comprends pas. Ça n'a aucun intérêt qu'ils connaissent La Fontaine ou Matisse, ou qu'ils connaissent tous les courants, je sais pas, les courants impressionnistes de l'art, on s'en fout. On veut que cet imam transmette les valeurs du Coran dans les deux langues, c'est ça qu'on veut. Qu'il soit de culture... Laisse terminer, Youssef. On a besoin qu'il parle un nom dans les médias, dans les journaux. Mais non, on n'a pas besoin. Mais l'imam, il n'est pas là pour ça, Youssef. On a déjà Khaled Bencher qui fait ça toute la journée. Très bien, magnifique. On n'a pas besoin de 50 Khaled Bencher pour expliquer à notre jeunesse le Coran. On a besoin de gens qui connaissent le Coran dans la lecture, dans la lettre, et qui soient capables de le traduire. On a besoin de gens qui fassent des khotbas de qualité dans un français clair. Là, je suis d'accord avec vous. Mais vous pouvez pas dire qu'en Algérie, alors que c'est le pays le plus francophone au monde, après la France... Oui, vous pouvez pas dire qu'en Algérie, ils n'ont pas disparu. C'est pas vrai. Vous regardez. Est-ce que vous regardez la télévision algérienne? Moi, je suis étonné de ce que vous dites. Il n'y a pas un moment où vous regardez pas la télévision algérienne où les gars, ils sont pas capables de faire une phrase en entier en arabe sans mettre du français dedans. Ils passent leur temps à mettre du français parce qu'ils maîtrisent mieux le français que l'arabe. Ça, c'est indiscutable. C'est pas le Maroc, c'est pas la Tunisie. Monsieur, 2 secondes. Vous êtes algérien? Absolument.
Gigel. Alors, en Algérie, il va vous dire une phrase complète. Absolument. Il croit que c'est de l'arabe, mais c'est du français. C'est les mélanger deux. Absolument. Vous le consommez, on connaît. Merci mon Youssef. Bon, on vous mettra pas d'accord. Cette phrase bien c'est sûr. du français, c'est du français, du blédard, un français cassé. Non. Un del faux papier, j'ai entendu ça aussi. Allô? J'ai entendu un del faux papier, il croyait qu'il parlait arabe, je sais, je connais. Merci Youssef. Pourquoi on les fonce pas ici? Pourquoi on les fonce pas ici? Bon, il faut qu'on avance. Merci Youssef en tout cas pour ton appel et d'avoir pris la parole dans cette émission. Dans un instant, Zemmour. Ah, le meilleur, de best of. Zemmour, potentiel candidat à l'élection présidentielle. Pour l'instant, il a dit j'ai rien annoncé, je suis pas candidat. Mais bon, la question que j'ai envie de vous poser dans un instant avant de retrouver vos coups de gueule et coups de cœur, vous avez choisi, ça y est, c'est bon? Non, pas du tout. Quoi, non? Comment ça? Sabrina? J'ai pas choisi. T'as pas un problème avec Forest? J'avais oublié qu'il fallait faire. Bah oui, non mais t'as la pub là. Mais Forest, enfin. La question que je vous pose, c'est Zemmour candidat potentiel. Qui a le plus à perdre entre Macron et Le Pen? On en parle dans un instant, à tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avant de retrouver dans un instant Medjed pour évidemment la Roubla avec Chehneri qui sera avec vous dans quelques instants. Donc on va se fendre la poire. Pour l'heure, on peut aussi se fendre la poire avec Zemmour qui veut faire interdire d'ailleurs le prénom Mohamed en France. Il interdira s'il est élu à ce qu'on puisse appeler son enfant Mohamed. Voilà. Zemmouré. Voilà. Éric Zemmour, pourquoi? Parce que il est pour l'instant pas candidat. Je rappelle que CNews a annoncé l'arrêt de son émission à compter d'aujourd'hui depuis la décision du CSA de prendre en compte son temps de parole. CNews dit regretter cette décision. Voilà, donc il faisait des scores absolument incroyables. Zemmour, autour d'1 million de téléspectateurs chaque soir. Il faisait 3 fois l'audience de BFM TV face à Yves Calvi. Ceci étant, pourquoi Zemmour candidat potentiel? La question que j'ai envie de vous poser, on en a parlé un petit peu entre nous ce week-end sur les différents groupes WhatsApp. Qui a le plus à perdre entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron quant à une candidature d'Éric Zemmour, Sabrina Sebaï? Les deux. Alors explique-nous pourquoi. Les deux, parce que s'il est candidat, ça met en péril la marche pour le deuxième tour pour Marine Le Pen. Et si elle n'est pas au deuxième tour, ça sera pas si simple que ça pour Emmanuel Macron de se retrouver face à un autre candidat. Et il y en a qui vont te dire que ça va justement faire les affaires d'Emmanuel Macron. Non, moi je suis pas certaine, parce que si Marine Le Pen n'est pas au second tour, la victoire elle est pas si facile que ça pour Emmanuel Macron. Donc il jouera pas sur le front républicain. La seule certitude pour toi qu'Emmanuel Macron soit réélu, c'est qu'il tombe face à Marine Le Pen au second tour. Absolument, absolument. Pour moi c'est vraiment, et d'ailleurs depuis les dernières élections, tous les candidats à la présidentielle n'ont eu que pour et simple objectif de se retrouver en face du Rassemblement national ou du Front national à l'époque au second tour de la présidentielle pour être sûr d'être élu. Sauf que ce barrage-là, à un moment, il va finir par sauter. Donc on est en train de jouer avec le feu. Et moi je pense que la candidature de Zemmour, elle met en péril les deux. Crédité de 7 à 8%. Hein. Ouais, ça c'est les crédits, mais c'est pas vrai. C'est des sondages. Après, les sondages à quelques mois de la présidentielle, on sait c'est 7 ou 8% en moins peut-être pour Marine. Alors justement, c'est intéressant. Mais il prend aussi chez LR. Sabrina, il prend où les électeurs Zemmour? Il prend chez le Rassemblement National, il prend chez LR. Mais il a quand même un discours qui va encore plus loin que le Front National, le Rassemblement National, Éric Zemmour. Non, il va discours, excuse-moi. Il va plus loin que le discours policé du Rassemblement National. C'est pas tout à fait la même chose. Moi, je dis pas qu'il va plus loin, je suis pas d'accord avec ça. Ah si, tu entends pas Marine Le Pen te dire on va interdire d'appeler Gamal ou Mohamed. Hein. Non, mais ça c'est un sketch, il sort sur le nom. Donc ça fait 10 ans qu'il sort sur le nom. Gangrénés par l'islamisme. Mais oui, ça fait ça par contre. Non, mais parce qu'aujourd'hui on fait de la politique par le biais du buzz. Mais non, mais il surfe sur un nom, le nom. Mais qui a le plus à perdre, Gamal? Alors là, pour le coup, je rejoins totalement Sabrina. Stratégiquement parlant, ça va impacter les deux candidats. Parce qu'effectivement, si Macron n'a pas l'épouvantail en face de lui, il passe pas. Quasiment pas. Il y aura toujours quelqu'un pour s'opposer à lui. Et ça risque d'être. Je veux dire, quel que soit le candidat, hormis Marine Le Pen. Quel que soit le candidat, il sera en difficulté. Il est tellement déçu qui sera en difficulté. Ensuite, Le Pen, elle, ça va grignoter une partie de ses voix, mais je suis pas d'accord avec l'idée que ça va grignoter beaucoup de voix. Parce que Zemmour, c'est pas le vote Front National qui va choper. C'est le vote de droite et c'est le vote des excités comme Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, il va souffrir parce qu'il faisait 5%. Ou c'est les électeurs de Marine Le Pen, justement, qui la trouvent trop lisse. Non. Les électeurs de Marine Le Pen veulent qu'elle arrive au pouvoir.
Ils vont pas la lâcher. Ouais. Zemmour, il n'ira pas au même pouvoir. après sa prestation de 2017 où beaucoup quand même fustigé. 35% avec une prestation si naze. Ça donne un petit peu le là. Non, lui, il va siphonner les voix des excités les plus marginaux. Les Dupont-Aignan, tous ces gens-là un petit peu à la marge, ils vont tout perdre. Zemmour n'est qu'un agitateur d'idées qui ne va pas bien loin. Il n'a pas de programme, c'est une chose. Puis surtout, Zemmour, je suis même pas sûr qu'il va se présenter parce que là, il va perdre un gros billet avec CNews. Donc, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de blabla, mais je vous rappelle quand même. Il sort un livre. Il sort un livre, c'est ce que j'allais dire. Ça va pour lui. Il était déjà en rupture de stock à la sortie. Il est millionnaire, mais ce qui se passe, n'oubliez jamais que Zemmour, faut toujours revenir à la genèse du personnage. D'abord, Zemmour, s'il avait lu Derrida, il dirait pas les bêtises qu'il dit aujourd'hui. D'accord, je vous expliquerai plus tard si j'ai l'occasion de le rencontrer, j'en parlerai. Parce que Derrida, comme lui et comme moi, est algérien mais juif, et Derrida a expliqué la honte du juif algérien. C'est très intéressant ce qu'il en dit, c'est extraordinaire, et Zemmour est exactement la caricature de ce que Derrida dénonçait il y a 40 ans maintenant. Il parlait des juifs qui cachaient leur tradition, par exemple il parlait pas de circoncision mais de baptême, il ne parlait pas non plus, Derrida, dans sa tradition familiale, il ne parlait pas de bar mitzvah, il disait que c'était une communion pour cacher leur religion juive. Il disait clairement ce qu'on voyait en Espagne, il faisait les maranes. Zemmour est un marane français. Il veut cacher ce qu'il est. Mais en vérité, Zemmour a commencé, je vous le rappelle, comme à l'époque avec Soral, il a commencé par un discours qui était ouvertement misogyne. Comment voulez-vous que des femmes votent pour un type qui vomissait sur les femmes? Ensuite, il a vu que la misogynie, ça marchait pas trop bien. Il a commencé à jouer la carte du ultranationalisme. Mais là encore, il n'est pas crédible. Ça reste un Algérien, qu'il le veuille ou non. Donc je vous dis clairement, Zemmour va être une pollution pour certains candidats, mais je ne crois pas qu'il va impacter Le Pen. J'y crois pas une seconde. Bon, d'accord. Donc qui a le plus à perdre, c'est Macron, si j'ai bien compris. Clairement. Ouais, clairement. Très bien. 01 40 33 9000 si vous voulez nous donner votre avis, évidemment, sur le sujet. Quant à une potentielle candidature de Éric Zemmour qui sort un livre, donc tout va bien pour lui. C'est pas parce qu'il arrête son émission sur CNews qu'il va il va crever à la dalle demain. Hein. T'inquiète pas pour lui. Il a lui. un petit billet quand même. Son livre est déjà en rupture de stock avant même qu'il sorte. Au chômage technique, c'est chez CNews. Hein. Ouais. Oui, voilà. Mais CNews a regretté. Parce que eux, ils vont perdre du fric. Oui, par contre, eux, en l'occurrence, vont perdre du fric. Ça, c'est vrai. Qui m'embauche, je vais être aussi pourri que lui. Ils vont mettre Pascal Pro, peut-être. Ils vont rallonger Pascal Pro. Il est pas bon. Ah bah oui, mais il fait de l'audience. Ouais, mais il est pas bon. Zemmour, il a de l'audience avec de l'intelligence. Pro, il est trop léger. Il est intelligent, Zemmour? Ah oui, indiscutablement très intelligent. Oui, d'accord, on est d'accord là-dessus. Alors que Pro, il fait du foot. Enfin, il faisait à la base. Non, il fait du foot, c'est du foot qu'il fait aujourd'hui. Oui. C'est pas de la politique. Ah, il y a des footballeurs intelligents quand même. Oui, il s'est pris une petite tarha de Bernard Tapie à l'époque, vous vous en souvenez? Je voudrais pas faire mal, mais ce que vient de dire Sabrina, c'est là où on voit la fourberie des Verts. Elle a dit il y a des footballeurs intelligents. Sous-entendu, le reste, c'est des crétins. J'aurais pas dit. Pas du tout. C'est parce que tu dis il fait du foot. Sous-entendu, tous les footballeurs sont des idiots. Non, il y a toujours des exceptions à la règle. Bon, allez, c'est parti pour les coups de gueule et coups de cœur. Sabrina Sebaïs, que c'est un coup de gueule, un coup de cœur. Je rappelle, c'est important, que vous pouvez effectivement nous délivrer un coup de gueule ou un coup de cœur, ou nous parler d'un livre, d'un film, d'un fait, d'une exposition, voilà, tout est ouvert. Mais ça ne doit pas dépasser 1 minute, et j'ai le chrono là. Tic-tac, tic-tac. Pendant 1 minute. Sabrina, t'es prête? Bah non, pas du tout. Il va falloir pourtant. Ah bah oui, alors, coup de gueule ou coup de cœur d'abord? Bon allez, on va partir sur un coup de gueule. Allez, c'est parti, le coup de gueule de Sabrina Sebaï. Chrono, c'est parti. Bon, bah du coup, coup de gueule aujourd'hui donc sur les propos de Caroline Fourest qui a donc jugé que les Verts étaient antisémites. Tu vois, comme quoi le raccourci est vite fait puisque ça fait maintenant quelques années en fait que les Verts ont bon dos, d'islamo-gauchistes en passant par l'antisémitisme, en étant des Khmers ou encore d'autres choses. En fait, nous sommes attaqués de toutes parts, mais que craignent les gens face à nous finalement, si ce n'est la victoire des Verts en 2022? Ça fait moins d'1 minute, voilà. C'est utopique, c'est parfait, c'est bien. La victoire des Verts en 2022. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que la primaire aura lieu cette semaine là. Hein. Ah bah les inscriptions sont finies et on vote du 16 au 19. Et ça s'est beaucoup inscrit. Hein. Ah oui. On a dépassé les 80 000 je crois. Ah on est à 126 000 ou 122 000 inscrits je crois. Ah ouais, c'est bon ça. C'est un vrai parti ça. Et je rappelle que je recevrai demain Sandrine Rousseau, candidate aussi à cette primaire. La féministe, elle se dit féministe. Voilà. Ah ouais. Écoféministe. Écoféministe. Ah voilà. ouais. Elle sera avec moi après avoir reçu Jean-Marc Gomanatori la semaine dernière et Yannick Jadot, sachant que les deux autres ont été contactés, ils ont mis une fin de non-recevoir. C'est dommage. Voilà. Non mais que les électeurs le sachent. Il faut le dire. Gamal Abina, coup de gueule ou coup de cœur? Coup de gueule.
Coup de gueule. Bah oui, en même temps, ça aurait pas été. Ça aurait été étonnant. Ça aurait été étonnant de ta part. Non, je suis vainqueur. Allez, coup de gueule, Gamal Amina, top chrono. Alors, simplement, je suis vraiment énervé contre CNews. Je trouve intolérable que CNews ait fait interdire M. Zemmour. Je rappelle quand même que M. Zemmour est le thermomètre de la société française qui ne va pas bien. M. Zemmour est le porte-voix de la violence facile et rapide, sans trop de réflexion, qui permet de pouvoir charrier derrière lui beaucoup d'argent, qui achète beaucoup de clients pour acheter beaucoup de livres de M. Zemmour. Donc j'ai la rage, pourquoi ? Parce que j'aurais aimé pouvoir fighter contre M. Zemmour à la télévision, le ridiculiser en 2-3 arguments et ramener à sa condition réelle qui est juste un agitateur et un excité. Donc je suis très énervé contre CNews et j'espère qu'ils vont revenir sur leur décision. Vous êtes des bons élèves, c'est parfait, moins d'1 minute. Bravo, Gamal. Il y avait beaucoup d'ironie dans ton truc là. Toujours. Ah, évidemment. Non, parce que les gens vont prendre ça au premier degré. C'était un coup de gueule, coup de cœur. Ouais, c'est ça. Quelque part, il est content que Zemmour soit plus sur CNews. C'est ça. Bon, eh bien les amis, on a passé une bonne première émission de la semaine. C'était bien pour nous mettre en condition. Cette semaine, on verra qui va demain. On verra Karim Alouache, on verra Tarek Sassi. On verra Ismaël Boudjekada. Mercredi, on sera avec Nadia Sherif. Tiens, jeudi, on reçoit le président de la fédération de rugby algérien. Il sera avec nous. Il y aura Razik Métiche et Nasser Lajili. Mais t'as pas Philippe mercredi ? Non, Philippe il vient vendredi. Et d'ailleurs, c'est un grand moment, c'était bien que tu en parles, puisqu'il va remettre ses indemnités à une association vendredi en direct à la radio. Tout à fait. Aux gilets jaunes, enfin ceux qui ont été victimes de la des gilets, de la police en l'occurrence. Voilà. On fera une spéciale justement gilets jaunes avec des invités. Il y aura certainement Rodriguez et d'autres pour savoir justement 2 ans après que pèsent les gilets jaunes. Voilà. Que sont-ils devenus ? Enfin, on va choisir le titre ensemble, évidemment, au cours de cette semaine. Et vendredi, on fera une spéciale gilets jaunes avec un macro compatible, Tarek Mami, qui sera avec nous dans nos studios vendredi entre 16h et 18h. Ça va, je trahis aucun secret. Attends, il y a de la magouille dans votre radio. C'est quoi ces histoires ? Vous ouvrez lundi avec une verse, vous finissez avec un verre. C'est quoi ce truc là ? C'est vert ? C'est fait exprès. C'est la radio de verre, ça ? Alors attends, tu fais bien d'en parler. Il y a une chroniqueuse, je vais pas dire son nom, qui me disait oui, Christophe, il y a quand même beaucoup d'invités d'Europe Écologie Les Verts. Et alors ? J'ai dit excuse-moi, mais en fait, s'il y a que qui acceptent de venir, c'est pas de ma faute, quoi. Absolument. Moi, j'invite tout le monde, de LR au Parti communiste, en passant par Madame Pécresse, qu'on a invité publiquement, elle n'est jamais venue, elle nous a pas répondu. Mais non, elle vient pas. Voilà, il y a seul Marine, on n'en veut pas. C'est dommage. Marine en pignata. Mais on devrait l'inviter. Je pense que c'est quand même c'est un personnage. Ah oui, mais là c'est pas moi. Là c'est la direction qui veut pas. C'est dommage. Ah oui, mais c'est la direction qui veut pas. Donc quand tu travailles dans une entreprise, tu te plies. Voilà. Si les autres partis se sentent lésés, comme disait Chevènement, tu fermes ta gueule ou tu démissionnes. Par contre, ça prouve une chose. Ça maintient ce que je disais tout à l'heure. Les Verts ne sont pas racistes. Ils viennent dans une radio communautaire. Donc oui. On les accuse d'être communautaristes déjà. Non, mais communautaristes, c'est pas. Enfin, je sais pas de quelle origine il est, mais il est pas algérien. Il vient tranquillement. Jadot vient. Il se dit centriste lui. Oui, mais ça change. Oui, c'est vrai. Écologie au centre. Oui, je lui ai dit, vous êtes un gilet jaune refoulé, parce que tout ce qu'il propose, ça vient des gilets jaunes. Le référendum citoyen, tout ça. Bon, bref. C'était déjà porté depuis longtemps par les écologistes. Très bon ami de notre ami Rachid Mokalan, qui lui aussi n'est pas de couleur white. Allez, tout le monde dehors, il est 18h dans un instant, Béjaïd. À demain, 16h, les amis. Ciao. À demain. Ciao.